L'histoire commence alors que nous observons notre protagoniste. Il est un homme d'affaires de 9 à 5 le jour et un joueur dégénéré la nuit. Ses mauvais choix de vie finissent par le rattraper et il meurt d'une crise cardiaque. Il reprend conscience peu après et se demande s'il est dans un hôpital. La pièce a l'air plutôt vieille, et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il voit un chien volant. À ce moment-là, il voit son reflet et est choqué de constater qu'il est devenu un bébé. Il s'appelle désormais Har, et nous avançons jusqu'à ce qu'il ait 3 ans. Har finit par comprendre qu'il est mort et qu'il s'est réincarné. Une fois le choc passé, Har se met au travail et apprend à lire et à écrire, tout en acquérant une certaine connaissance de ce nouveau monde. Il est né dans l'empire de Summerfort, règne sur tout le continent de Summerfort. D'après ce qu'il a vu jusqu'à présent, Har a conclu qu'il n'était même plus sur Terre. La magie existe dans ce nouveau monde et permet à ceux qui l'utilisent de conjurer des phénomènes mystérieux. Cela passionne beaucoup Har car c'est un peu comme un jeu vidéo. La famille Louve dans laquelle Har est né est une famille noble qui gère une petite région appelée Lamberg. Har vit dans une grande maison et il y a une tonne de serviteurs. Il y a même un chef cuisinier vivant. Har pense donc qu'être réincarné est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Au cours de ces 3 années, une autre chose est devenue très claire pour Har, il a un pouvoir que personne d'autre ne possède. Har va voir des soldats se battre et ceux-ci admirent la fréquence à laquelle il vient les voir. Il nous révèle que ce pouvoir unique s'appelle l'appréciation. Il l'utilise sur un soldat nommé Millet, et cela permet à Har de voir que ce type a de grandes aptitudes en tant qu'archer. Millet est choqué car connaisse son nom, et Har se demande s'il a déjà utilisé un arc. Millet ne se laisserait pas surprendre à utiliser un arc, car il pense qu'un homme digne de ce nom combat ses adversaires à bout portant. Har ne parle à personne de ses capacités et se contente de dire au jeune homme qu'il a l'impression qu'il serait doué pour l'arc. Har le supplie de lui faire confiance, et Millet ne peut pas lui refuser. Millet n'a jamais tiré à l'arc auparavant, aussi les autres lui recommandent-ils de se rapprocher de la cible. Har lui demande d'essayer à cette distance, et tout le monde est choqué lorsque Millet touche la cible en plein centre. Tout le monde pense que c'est la chance du débutant, mais Millet recommence encore et encore. Tout le monde est stupéfait et lui suggère de devenir archer. Naturellement, il se demande comment Har a su que Millet serait doué pour l'arc, et Har se contente de faire confiance à son instinct. Har décide de cacher sa capacité, car il doute que l'on puisse croire qu'il peut voir des nombres qui représentent des capacités et des aptitudes. La capacité d'Har est bien réelle, mais le seul problème est qu'il ne peut pas l'utiliser sur lui-même pour une raison ou une autre. Ce soir-là, Har dîne avec son père, Raven, qui fait peur à Har parce qu'il a toujours l'air en colère. Har utilise son pouvoir sur lui et lui explique à quel point il est extraordinaire. Son père est passé du statut de fermier à celui de noble grâce à ses prouesses de maréchal. Son statut de prouesse est si élevé qu'il peut éliminer 10 hommes à lui tout seul. Raven a entendu dire qu'Har utilisait ses instincts plus tôt, il veut donc qu'il travaille dur pour les améliorer. Har sera un jour le seigneur du pays, et sa capacité à discerner les dons des autres lui sera d'une grande utilité. Har a décidé d'en apprendre davantage sur l'Empire après avoir entendu cela, mais cela n'a fait que révéler à quel point le chemin à parcourir sera difficile. Les dirigeants de l'Empire de Summerfort sont corrompus et des révoltes paysannes éclatent un peu partout. Si rien ne change, l'Empire tombera, ce qui entraînera une guerre généralisée. Har craint qu'en tant que seigneur, ils doivent mener des troupes au combat. Il se demande s'il sera vraiment capable de protéger Lamberg, mais il en a désespérément envie, car tous les habitants ont été si gentils avec lui. À ce moment-là, Har pense à ce que son père a dit à propos du discernement des dons, et il a une idée. Har se rend en ville pour utiliser son pouvoir d'évaluation sur les gens, mais il se fatigue les yeux à force de l'utiliser. C'est alors qu'un pauvre gamin se fait expulser d'une boutique. Il ne ressemble pas aux gens du coin, et une dame dit à son enfant de ne pas s'approcher de ce qu'ils appellent un Malcan. Les Malcans sont un groupe de personnes venues à Summerfort depuis l'autre côté de la mer. La plupart d'entre eux ont été amenés comme esclaves et sont méprisés. À ce moment-là, tout le monde est choqué de voir Har donner du pain à l'enfant, et il se demande pourquoi il est d'un sale Malcan. Har se demande si l'enfant va bien lorsqu'il se met à pleurer, mais il est choqué lorsque sa capacité d'évaluation lui révèle les statistiques étonnantes de l'enfant. L'enfant n'a pas le moindre défaut et ses capacités sont comparables à celles d'Oda, l'une des plus grandes figures du Japon. Har estime que le gamin sera certainement une force avec laquelle il faudra compter à l'avenir, mais le gamin le remercie pour le pain et s'en va. Har suit le jeune Rietz, mais celui-ci l'avertit qu'il ne doit pas le faire car les habitants de la ville vont se mettre en colère contre lui. C'est alors que Rietz est choqué par la demande d'Har de devenir son serviteur. Le plan d'Har est d'utiliser son pouvoir d'évaluation pour rassembler les meilleures personnes qu'il peut trouver afin de renforcer son domaine. Har explique qu'il est le fils du seigneur des lieux et dit à Rietz qu'il a décelé en lui un grand talent. Le jeune homme lui fait remarquer qu'ils viennent de se rencontrer, mais Har ne veut pas lui parler de ses capacités et se contente de lui dire qu'il a un bon pressentiment à son sujet. Rietz rappelle qu'il est un Malcan et qu'il ne veut pas causer d'ennui à Har, mais ce dernier lui répond qu'il s'occupera de tout. Le gamin refuse toujours, mais Har craint de ne plus jamais rencontrer quelqu'un avec des statistiques aussi incroyables, alors il le poursuit. Har entend l'enfant grogner de l'estomac et le convainc de venir chez lui, où il y a un excellent cuisinier.
Ar espérait offrir un festin à Rietz, mais les préjugés contre les Malkans sont profonds. Le chef ne donne à Rietz que quelques haricots, et les serviteurs lui demandent de partir lorsqu'il a terminé. Ar ne pense pas qu'il puisse changer leurs croyances, alors il choque tout le monde en offrant de partager sa nourriture. Les serviteurs tentent de l'en empêcher, mais Ar les fait taire en soulignant que Rietz est son invité d'honneur. Il s'excuse et accepte de donner plus de nourriture à l'enfant. Rietz explique alors qu'il faisait partie d'un groupe de mercenaires, mais que beaucoup d'entre eux sont morts au combat et que le reste du groupe s'est dissous. Il erre depuis sans but, car personne ne veut embaucher un gamin qui n'a rien accompli. Rietz a passé toute sa vie au sein de son ancien groupe, et Ar se rend compte à quel point la dissolution a dû être difficile pour lui. Les serviteurs pensent qu'il est temps pour Rietz de partir, mais Ar refuse de le renvoyer et révèle qu'il va faire de Rietz son serviteur. Un serviteur pense que c'est une mauvaise idée et prévient que le père d'Ar sera d'accord avec lui. Il a raison car Raven dit à Ar que prendre un Malkan comme serviteur est une idée outrageusement stupide. Ar explique que Rietz a des capacités incroyables, mais Raven affirme que les Malkans sont largement inférieurs aux habitants de Summerfort. Il pense qu'il est impossible pour un Malkan d'avoir des capacités incroyables. Ar est donc déçu de voir que même son propre père croit aux idées reçues sur les Malkans. Ar est persuadé que Rietz sera d'une grande utilité pour l'avenir de Lamberg, et il demande qu'on teste les capacités de Rietz pour le prouver. Ar rappelle à son père son instinct exceptionnel et Raven accepte de tester l'enfant. S'il s'avère qu'il est doué, Raven promet de l'employer comme soldat. Commencer comme soldat n'est pas aussi bien que d'être le serviteur d'Ar, mais Ar est sûr que Rietz sera capable de se faire un nom très rapidement, étant donné ses statistiques exceptionnelles. Ar est choqué lorsque Raven lui révèle qu'il va se battre contre Rietz dans un simulacre de duel pour le test, et que Rietz ne gagnera que s'il le bête. Ar fait remarquer que Rietz n'a que 14 ans et qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner contre Raven, qui a été doté d'un don divin pour le combat. Ar reste confiant dans les capacités de Rietz, mais le statut de prouesse du gamin n'est pas aussi élevé que celui de son père. Raven explique qu'ils ne se battront pas à armes égales et qu'il donnera un handicap à Rietz. Avant le combat, Rietz se demande si Ar ne fait pas tout cela pour un Malkan par pitié. Ar propose d'annuler le combat si Rietz ne veut pas être son fidèle, mais Rietz explique qu'il en serait honoré. C'est la meilleure offre qu'il ait jamais reçue de toute sa vie, mais c'est trop incroyable. Ar le rassure en déclarant qu'il a besoin de Rietz. Ar sera un jour le seigneur de la terre, et quand ce moment viendra, il veut Rietz à ses côtés. Rietz est inspiré et promet de faire de son mieux. Dehors, les autres soldats sont choqués de voir un Malkan. Raven lui demande de prendre une épée d'entraînement et lui explique que Rietz gagnera s'il parvient à lui porter un coup avant la fin du temps imparti. Ar reconnaît que son père possède la plus haute valeur de prouesse du pays, mais Rietz n'a qu'à porter un seul coup pour avoir une chance de gagner. Les deux combattants se présentent et Raven demande à Rietz de lui montrer ce qu'il sait faire. Le combat commence, et Rietz voit immédiatement que même s'il n'utilise que des épées d'entraînement, Raven le coupera en deux s'il porte une attaque. Rietz est impressionné par la rapidité avec laquelle Raven est capable d'enchaîner sa propre attaque sans perdre de sa puissance. Raven le repousse un peu, et Ar commence à perdre espoir, car son père est tout simplement trop puissant. Les autres soldats ne s'y trompent pas, car ils sont choqués par la performance de Rietz. Même lorsque Raven les ménage, ils parviennent à peine à tenir leurs épées, et encore moins à porter un coup à Raven. Cependant, ce Malkan qu'ils observent est en train de suivre le rythme de Raven. Mais ce n'est pas tout, car ils voient bien que Raven ne se retient pas, et qu'il se donne à fond. Rietz est projeté dans les airs, et les soldats se rendent compte que le Malkan, aussi impressionnant soit-il, ne pourra jamais porter un coup au plus grand épéiste du pays. Le temps presse et Rietz se souvient de ce qu'Ar lui a dit. Rietz déclare une fois de plus qu'il fera de son mieux, et Ar est surpris de voir à quel point son expression a changé. Rietz passe à l'attaque, mais Raven est capable de prévoir ses mouvements. Tout le monde est choqué lorsque Rietz parvient presque à porter un coup, mais Raven explique que le combat est terminé. Rietz voit qu'il reste un peu de temps, mais le combat est terminé pour une autre raison. Tout le monde est choqué de voir que l'attaque de Rietz a effleuré Raven, qui déclare que Rietz a gagné. Ar savait que son ami était doué, et Raven tient sa promesse de permettre à Rietz de devenir soldat. Raven reconnaît alors qu'Ar avait raison. Raven est capable de dire que Rietz a aussi un vrai talent et prédit qu'il pourrait devenir un épéiste de haut niveau dans le futur. Mais ce n'est pas tout, car il est clair que la capacité d'Ar à trouver des talents est réelle, et qu'il pourrait même s'agir d'un pouvoir exceptionnel qui lui est propre. Raven révèle qu'il craignait ce que deviendrait Ar dans l'avenir chaotique qui s'annonce, mais ce qu'il a vu récemment lui permet de croire qu'Ar deviendra un grand homme. Il pourrait devenir un noble puissant ou peut-être même l'empereur. Il dit que ce n'est qu'une plaisanterie, car le trône est un objectif trop élevé pour le seigneur d'un si petit domaine. Tant qu'Ar portera le nom de la famille, Raven sera heureux. La performance de Rietz séduit tous les soldats, qui lui demandent désormais des conseils de combat. Nous apprenons alors que Rietz a décidé de prendre des fonctions de serviteur afin d'aider Ar autant qu'il le peut. Ar ne veut pas qu'il en fasse trop puisqu'ils ne sont qu'un petit domaine, mais Rietz rêve d'avoir une jambe à servir. Sans Ar, Rietz est sûr qu'il serait mort dans la rue, et il remercie donc son nouvel ami.
Il jure de passer le reste de sa vie à rembourser cette dette, et Ar est heureux du début de sa quête pour construire le domaine le plus puissant. Quelques mois plus tard, nous apprenons que Rietz est resté avec Ar au lieu de participer au combat. Il s'est montré très serviable tout en faisant preuve d'une grande habileté au combat. Rietz a reçu de nombreux cours particuliers, ce qui a considérablement augmenté son niveau d'ingéniosité, et il est devenu l'une des personnes les mieux informées de toute la maisonnée. Dès qu'ils ont appris à connaître Rietz, les habitants de la maison et du domaine l'ont accepté. Les servantes commencent même à cancaner sur lui et à dire à quel point il est beau. Un jour, Rietz donne à Ar sa leçon d'histoire pour la journée. Il explique qu'à l'origine, l'empire de Summerfort était composé de 7 royaumes, dont l'un s'appelait Ancel, et qu'il avait beaucoup de pouvoir. Le roi d'Ancel, Anati, s'est déclaré empereur et a rebaptisé le continent Empire d'été. Cependant, à l'heure actuelle, l'empire tout entier se trouve dans une situation désastreuse. Le chef suprême actuel est un enfant de 8 ans nommé Bidora, mais le véritable pouvoir est détenu par ses conseillers, qui se battent entre eux. Les révoltes ont commencé à éclater à cause de l'affaiblissement du pouvoir. Il ne s'agit pour l'instant que d'escarmouches, mais même Raven a dû envoyer quelques-unes de ses troupes pour calmer la situation. La situation pourrait dégénérer, et Ar estime qu'il doit utiliser ses capacités d'évaluation pour rallier des gens talentueux à sa cause avant que cela ne se produise. La famille d'Ar réside dans le territoire appelé Mission. Il est donc choqué lorsque Rietz prédit que le conflit le plus important commencera là-bas. Leur gouverneur est très âgé et en mauvaise santé, et il est probable qu'il ne vivra pas plus de quelques années. Comme il a 2 fils, il est déchiré sur la question de savoir qui doit lui succéder. Les 2 frères veulent hériter du poste, ce qui pourrait entraîner une guerre. Le père d'Ar estime que c'est le fils aîné qui doit succéder au gouverneur, mais ce n'est pas lui qui choisit le camp pour lequel il se battra, puisqu'il ne sert pas directement le gouverneur. Lamberg réside dans un district appelé Canary, et Raven est donc au service de ses chefs. Ar est assez nerveux à propos de toute cette situation, car il n'est qu'un enfant, et le seul bon espoir qu'il a trouvé jusqu'à présent est Rietz. Heureusement, Rietz voit tout cela comme une opportunité, si un seigneur fait bonne figure dans un conflit majeur, cela peut l'aider à progresser dans le monde. Ar est inspirée et accepte de devenir plus forte pour augmenter ses chances. Rietz s'engage à protéger Ar et lui demande de l'aider à trouver les bonnes personnes pour l'aider à accomplir sa tâche. Sur le chemin de la ville, Ar remarque que son père s'entraîne plus souvent, sans doute parce qu'il voit une guerre arriver. Ar lui dit qu'il va chercher d'autres recrues, et Raven lui demande de trouver quelqu'un qui soit doué pour la magie. Raven ne peut pas utiliser la magie correctement, et ses assistants qui le peuvent ne sont pas très doués. Raven a demandé une fois à Ar d'essayer la magie, ce qu'il a fait en utilisant un appareil magique, mais il était si mauvais que son père ne lui a plus jamais demandé. La présence d'un mage permettrait de renforcer leur force, aussi Ar est-elle déterminée à trouver le meilleur candidat possible. Ils arrivent à la capitale du district de Canary, où Ar est choqué d'apprendre que 50 000 personnes y vivent. Tout le monde a l'air si riche, et Ar aimerait offrir un jour ce genre de vie aux citoyens de Lamberg. Rietz est persuadé que nous trouverons un bon candidat avec autant de monde, mais Ar utilise son pouvoir pendant un certain temps et ne trouve personne de prometteur. La capacité d'Ar lui indique les statistiques d'une personne sous forme de valeurs numériques et de rang d'aptitude, leur talent réel étant basé sur une combinaison des deux. Avoir des statistiques élevées sans avoir les bonnes aptitudes ne sert pas à grand-chose. Ar est découragé de ne pas trouver quelqu'un, mais Rietz lui fait remarquer qu'il n'y a pas d'urgence. En poursuivant son exploration, Ar trouve une ruelle où vivent des gens. Il est choqué et Rietz lui explique que là où il y a des riches, il y a aussi des pauvres. Souvent, la prospérité engendre l'inégalité. Rietz se rend compte que Ar l'a sauvé de ce genre de vie, mais malheureusement, il n'y a rien qu'il puisse faire pour ces gens pour le moment. Ar se rend compte qu'il n'a fait que regarder la prospérité avant et qu'il pensait que c'était une bonne ville. Or, selon lui, une bonne ville est un endroit où même les moins fortunés peuvent faire leur vie. Ar sait qu'il est peut-être naïf, mais il aimerait trouver son prochain candidat parmi les moins fortunés. Rietz ne le trouve pas naïf du tout, et Ar est choqué de le voir dire qu'il est fier d'être son aide. Ils se rendent ensuite au plus grand marché de la ville, où Ar se voit offrir un œuf de dragon. Ar n'arrive pas à croire que les dragons existent dans ce monde, et le marchand voit à quel point il est excité, alors il propose de faire des œufs rares une pièce d'argent. Ar s'empresse de prendre son argent, mais Rietz est furieux contre le marchand. Ar est choqué, mais Rietz sait que le marchand a fait passer les œufs en contrebande parce que le commerce a été gelé avec le continent Nord. La taille des œufs et les taches qu'ils portent ne semblent pas correctes, et ce qui est encore plus suspect, c'est que ce marchand possède autant d'œufs de dragons rares. Rietz a déterminé qu'il s'agit en fait d'œufs de lézards géants, et il décide que la punition de ce type pour avoir humilié Ar sera la mort. Ar le supplie d'arrêter et Rietz s'excuse de s'être emporté. Ar craint que Rietz n'agisse de la sorte à chaque fois qu'il se fait piéger, il décide donc de se ressaisir rapidement avant d'éliminer quelqu'un. Les gars font une pause pour manger, mais quelqu'un tombe sur RS alors qu'il essaie d'acheter des bonbons. Il est surpris lorsque Rietz lui fait remarquer qu'on lui a volé son argent, et il se lance à sa poursuite. Cette personne est assez rapide, il est donc difficile de la rattraper,
Mais Rietz retire son manteau et révèle qu'il s'agit d'une fille. Les gars la suivent dans une ruelle, où elle est entourée par des gars qui commencent à la battre. Har leur dit d'arrêter et ils essaient de l'attaquer, mais Rietz les arrête et leur donne une petite leçon. Il s'enfuit, et Har trouve que son pote est vraiment cool. Har vérifie que la fille va bien, et il est choqué de voir qu'elle a une aptitude de mage de niveau S mais ce n'est pas tout. Son leadership peut atteindre 92 et ses prouesses 116. C'est une très jeune fille, mais ses prouesses rivalisent avec celles du père d'Har. Toutes les statistiques qui ne sont pas liées à la magie ont une aptitude élevée, mais ce n'est pas grave car elle doit déjà posséder une puissance magique incroyable. Rietz lui demande de rendre son argent à Har, mais ce dernier l'interrompt pour lui demander de devenir son serviteur. Rietz lui fait remarquer que c'est une voleuse, mais Har lui révèle qu'elle a un incroyable talent pour la magie, et qu'il n'a jamais vu quelqu'un avec un tel potentiel. La jeune fille l'interrompt pour déclarer qu'elle préférerait mettre fin à ses jours plutôt que de servir un enfant comme Har. Har tente de lui dire qu'elle a un potentiel incroyable en magie, mais elle ne le croit pas car elle n'a jamais utilisé la magie auparavant. Le petit malin aborde la question sous un angle différent. Har détermine qu'elle est une voleuse parce qu'elle a eu une vie difficile, et il lui explique qu'en tant que son serviteur, elle recevra un salaire et des repas régulièrement. La jeune fille refuse toujours et traite Har d'enfant gâté. Elle déteste vraiment les nobles, car elle se demande de quel droit ils méprisent les autres. Elle pense qu'ils sont également privilégiés sans rien faire d'autre que d'être une main chanceuse à la naissance. Elle enfonce le clou en disant qu'elle n'a aucun intérêt à servir d'outil pour protéger le style de vie somptueux d'Har. Har explique qu'il n'a rien à voir avec le noble dont elle parle. Il veut créer une ville où les gens comme elle peuvent vivre une vie stable, et il a besoin de son aide pour cela. La jeune fille fait remarquer que ces gens souffrent en ce moment et que l'idée de les aider un jour n'est que la pensée naïve de quelqu'un qui a vécu trop longtemps dans l'opulence. Elle suppose qu'Har veut simplement l'aider pour montrer à tout le monde à quel point il est gentil et pour se sentir bien dans sa peau. Rietz intervient pour lui dire de rendre l'argent, ce qu'elle fait parce qu'elle ne veut pas leur être redevable de l'avoir sauvée. Har remarque une marque sur son poignet, et elle révèle qu'elle a été surprise en train de s'introduire dans le domaine d'un noble, et qu'elle a été vendue à un marchand d'esclaves. Elle a réussi à s'enfuir, et les hommes que Rietz a battus étaient les laquais des marchands d'esclaves. Har pense qu'elle devrait quitter la ville puisqu'il la recherche, mais elle dit qu'elle ne peut pas. À ce moment-là, des enfants viennent la serrer dans leurs bras, et elle leur fait remarquer que ce sont des enfants sans parents, que personne ne les aime et qu'elle ne peut donc pas les abandonner. Har comprend maintenant et accepte de ne plus essayer de la recruter, mais il lui donne sa pochette d'argent. Elle lui rappelle qu'il la lui donne de son plein gré et qu'il ne pourra pas la lui rendre. Har dit que c'est le sien maintenant, alors elle le traite d'énergumène et s'en va sans que les parents n'aient d'enfants. Cette nuit-là, Har n'arrête pas de penser à la vie difficile que mène la jeune fille. Rietz le sait bien et lui fait remarquer que le monde n'est pas tendre avec les gens du bas de l'échelle. Elle a probablement été maltraitée par les nobles dans le passé, c'est donc pour cela qu'elle les déteste. Rietz lui fait remarquer que Har n'est pas du tout comme ça, mais Har a réalisé qu'il prenait son mode de vie privilégié pour acquis, et il comprend donc pourquoi elle le voit ainsi. Har veut vraiment créer une ville meilleure, mais elle avait peut-être raison dans ce qu'elle a dit. À ce moment-là, Har aperçoit les orphelins de tout à l'heure, et il révèle que la fille nommée Charlotte a été capturée. Un bref regard sur le passé de Charlotte montre à quel point sa vie a été difficile. Elle n'était qu'une enfant, mais elle ne se souvenait même pas de la dernière fois qu'elle avait pleuré. En regardant une petite fille heureuse, elle se demande si la dernière fois qu'elle a pleuré, c'était lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas de parents. Les choses n'ont fait qu'empirer pour elle en grandissant, elle était pauvre et sans abri, et les gens la traitaient mal. Elle se demande si la dernière fois qu'elle a pleuré, c'était lorsqu'elle a réalisé qu'elle était moins qu'humaine. Elle renonce à se souvenir et se demande pourquoi elle est née. De retour dans le présent, Charlotte est frappée sans relâche par les hommes de main qui lui reprochent de leur rendre la tâche plus difficile. Ils sont déçus de voir qu'ils n'arrivent toujours pas à la faire pleurer, alors ils lui donnent d'autres coups de pied. Le marchand d'esclaves leur rappelle de ne pas la blesser au visage parce qu'il a déjà un acheteur pour elle et qu'il ne veut pas se mettre à dos le méchant. Les hommes de main découvrent qu'elle a un tas d'argent, alors Charlotte essaie de le récupérer, mais elle finit par en payer le prix. Charlotte essayait de récupérer l'argent pour les orphelins, mais le traître lui explique qu'il n'y a aucun espoir pour elle. Même si elle s'échappait, elle retournerait à une vie de misère. Il lui recommande d'accepter que sa vie est finie et lui dit d'en vouloir à ses parents de l'avoir abandonnée. À ce moment-là, tous les hommes de main sont surpris par l'intervention de Rietz. Il en détruit facilement plusieurs et Charlotte se demande pourquoi ils sont venus. Le traître lui répond qu'ils ont du culot d'entrer par effraction, mais il est choqué de voir qu'Har connaît son nom. Le type peut dire qu'Har est un noble à la façon dont il est habillé, mais il refuse de laisser Charlotte en liberté. Il lui explique qu'elle n'est qu'une marchandise et que ce sont des nobles comme Har et sa famille qui les achètent en secret. Il espère qu'Har, en tant que noble, comprendra, mais cela ne fait qu'énerver encore plus Har. Charlotte veut qu'Har reste en dehors de cette situation puisqu'il la connaît à peine, mais Har pense à quelque chose depuis qu'ils se sont rencontrés. Il a essayé de comprendre pourquoi ses yeux sont si vides, et il a finalement réalisé que son statut d'ambition n'est qu'un
L'ambition fait référence aux espoirs personnels d'une personne, elle représente le désir de s'améliorer, la ténacité et l'espoir en l'avenir. Charlotte n'est qu'à un, ce qui signifie qu'elle a renoncé à son avenir. Le traître s'amuse à rappeler qu'elle n'est qu'une esclave et qu'elle n'a donc pas d'avenir. Ce comportement met Har en colère, car il fait remarquer que les adultes sont censés protéger l'avenir des enfants. Non seulement ce type a privé Charlotte de son avenir, mais en plus il en rit. Har atteint son point d'ébullition en disant que c'est à Charlotte de décider de ce qu'elle deviendra, et non à ses voyous. Charlotte se souvient alors qu'elle a cessé de pleurer parce que cela n'aide pas à survivre. Il y a longtemps qu'elle a renoncé à avoir des rêves, car elle croyait que les destins se décidaient à la naissance. Fermer son cœur était le seul moyen pour elle de se protéger des terribles traitements que les gens lui infligeaient. Elle a appris que les larmes sont réservées aux faibles, et dans sa vie, la faiblesse est synonyme de mort. Elle a décidé de se concentrer sur sa force pour survivre, ce qui rend difficile de comprendre pourquoi elle pleure en ce moment. Le traître a fini d'être gentil avec Har, alors Charlotte lui dit de s'enfuir. Har lui dit de ne pas s'inquiéter et demande à Rietz de s'occuper d'eux. Les hommes de main disent qu'ils sont en danger, mais Rietz frappe l'un d'entre eux. Il leur explique qu'ils paieront le prix ultime pour avoir irrité son seigneur Har, c'est-à-dire la mort. Les hommes de main sont persuadés qu'ils peuvent le maîtriser puisqu'il est en infériorité numérique, mais Rietz en élimine facilement un grand nombre. Les idiots essaient même d'utiliser la magie contre lui, mais cela ne ralentit même pas Rietz. Rietz se tient au-dessus de tous les imbéciles vaincus, et le traître le traite de monstre. Le traître dit qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il appelle son plus grand homme de main. Ce géant était un commandant d'infanterie, mais il a été renvoyé pour mauvaise conduite. Charlotte s'inquiète pour ce type, mais Har utilise son pouvoir sur lui et lui dit de ne pas s'inquiéter. Le type les regarde de haut, mais Rietz lui fait remarquer qu'il ne peut le faire que s'il sort vivant de leur combat. Le type attaque alors immédiatement Rietz, mais les talents de ce dernier sont d'un autre niveau. Rietz met rapidement le gars KO et Charlotte est stupéfaite et se demande qui sont ces gens. Le traître vient d'expliquer que le chef du district des Canaries approuve le commerce des esclaves. Har le sait déjà et déclare qu'il va tout simplement acheter Charlotte. Le traître tente de refuser, mais Har lui fait remarquer qu'ils peuvent très bien la lui prendre. Ce serait bien pire, car le traître aurait mauvaise presse s'il perdait une esclave qui a déjà un acheteur. Il serait préférable qu'il la vende à un acheteur qui offre davantage. Le type accepte à contre-ségur de les laisser l'acheter, et Har propose de la ramener à ses amis. Charlotte veut d'abord aller quelque part, mais cet endroit se trouve dans la forêt et Har n'est pas un grand randonneur. Ils arrivent à l'endroit et Har est émerveillé par la beauté de la vue. C'est l'endroit secret de Charlotte, et tous les problèmes qu'elle rencontre dans la ville lui paraissent si petits. Il est clair que cet endroit lui tient à cœur et Har se demande pourquoi elle le lui montre. Elle a réfléchi à ce qu'il a dit, et elle se demande pourquoi il veut construire une ville où même des gens comme elle peuvent vivre une vie stable. La réponse d'Har est simple, il aime les enfants. Charlotte lui fait remarquer qu'il est un enfant, mais Har s'explique. Il sait que lorsqu'une personne se sent déprimée, le sourire d'un enfant peut l'élever. Har pense que c'est parce que le sourire d'un enfant est plein d'espoir. Avoir de l'espoir, c'est être enthousiaste pour l'avenir, et cet enthousiasme a un grand pouvoir. Har pense que les sourires sont contagieux et que l'enthousiasme qu'ils suscitent est ce qui fait d'une ville un endroit meilleur. C'est en partie pour cette raison qu'il veut créer un endroit où les enfants peuvent toujours avoir de l'espoir. C'est pourquoi il veut construire une ville où les gens peuvent vivre une vie stable et pleine d'espoir. Har s'excuse en réalisant qu'il a l'air de lui faire la leçon, mais Charlotte accepte étonnamment d'être sa cliente. Har lui rappelle l'existence des orphelins, mais elle explique que c'est pour eux qu'elle travaille. Elle veut qu'ils aient le genre d'avenir dont Har parle. À ce moment-là, Rietz montre qu'il a trouvé dans l'entrepôt un objet permettant d'utiliser la magie. Rietz fait confiance à la capacité d'Har à trouver des talents, mais il veut voir par lui-même si Charlotte peut utiliser la magie. Elle accepte, mais leur rappelle qu'elle n'a jamais utilisé de magie auparavant. Elle ne sait même pas comment jeter des sorts. Pendant que Rietz lui explique comment faire, Har se rappelle qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'autre ayant une aptitude de rang S pour la magie. Har se demande à quel point elle est puissante, et Charlotte est prête à le lui montrer. Elle récite une courte incantation et lance un sort de feu incroyablement puissant. Les gars sont choqués, mais ce n'est pas tout, car le sort est visible partout. Les gens sont stupéfaits par le feu qui recouvre le ciel et l'objet magique se brise. Les garçons sont encore sous le choc, et Charlotte montre enfin un peu de confiance en elle. Har ne peut pas être plus heureux, et Rietz reconnaît enfin son talent. Charlotte est heureuse d'apprendre qu'elle recevra un salaire mensuel, un logement et de la nourriture régulière, mais elle aimerait que tout l'argent soit envoyé pour aider les orphelins. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un logement et d'un peu de nourriture, et Har accepte de le faire. Har sait toujours ce qu'il faut dire et déclare qu'il a hâte de voir ce que l'avenir lui réserve. Charlotte déclare qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le rêve d'Har devienne réalité, et elle l'appelle leur Har. Har lui fait remarquer qu'elle n'a pas besoin d'être aussi formelle, ce qui la soulage car elle n'est pas très douée pour cela et qu'elle est de toute façon plus âgée que lui. Charlotte s'excuse d'avoir pris leur argent et le remercie de l'avoir sauvé. Har dit que ce n'est pas grave, qu'il veut juste rentrer chez lui et manger quelque chose. Elle dit à Rietz que l'avenir d'Har est celui qu'elle veut vraiment voir, et Rietz est d'accord.
Tandis que Charlotte dit aux orphelins qu'elle va chercher du lait, Har pense qu'il est heureux d'avoir maintenant 2 alliés sur lesquels il peut compter. La maison de Louvre devient sans aucun doute de plus en plus puissante, mais Har ne peut pas nier qu'il commence à ressentir la pression. Il est entouré de gens extraordinaires, mais Har doute qu'il puisse les diriger tant il est ordinaire. S'il gâche tout, il trahira les espoirs qu'il place en lui. Har retrouve son calme en se rappelant qu'il leur a fait une promesse et qu'il fera tout ce qu'il peut pour construire une grande ville. Il s'arrête enfin pour prendre un repas, mais il devient évident que Charlotte devra apprendre les rudiments de la politesse et de l'élocution. Charlotte pense que c'est impossible, mais Rietz lui explique qu'elle doit le faire si elle accompagne Har au repas. Charlotte dit à Har qu'elle préférerait faire une sieste, mais Rietz doit lui rappeler qu'il est le Har pour eux. Raven refuse ensuite d'accepter Charlotte car il estime que le champ de bataille est trop dangereux pour les femmes. Cependant, Har demande à Charlotte de démontrer son pouvoir, alors Raven change rapidement d'avis et l'accepte volontiers dans leur maison. 3 ans se sont écoulés et nous avons appris que le district de Canary, dans lequel se trouve Lamberg, a eu des différends avec la province de Sith. Raven a été envoyé plusieurs fois au combat, mais le moral des troupes reste au beau fixe. Raven revient d'une bataille victorieuse et explique que la vedette du combat était une fois de plus Charlotte. Charlotte s'est fait un nom ces 3 dernières années et Har va la saluer. Charlotte est apparue comme une comète sur le champ de bataille et est rapidement devenue la mage la plus redoutée. Elle a même reçu le titre de Dame des Flammes du Levant. C'est grâce à elle que le corps des mages est aujourd'hui la fierté de la maison Levant, aux côtés de la troupe d'infanterie de Raven. C'est tout ce qui a changé, car nous avons appris qu'Har a maintenant un petit frère et une petite sœur. Bien sûr, Har utilise sa capacité d'évaluation sur eux, et leurs statistiques montrent clairement qu'ils seront tous deux cruciaux pour l'avenir de la maison Levant. À ce moment-là, Rietz nous apprend qu'une famille de chasseurs vient de s'installer à Lamberg. 2 des frères sont assez grands et forts, et Rietz pense qu'ils pourraient être un bon complément à leur unité. Rietz et Har décident d'aller leur rendre visite, et Charlotte accompagne Har, qui n'est pas en service. Tous les 3 sont un peu trop lourds pour leur pauvre cheval, et ils voyagent donc plus lentement que prévu. Rietz reproche à Charlotte de les alourdir, mais celle-ci lui fait remarquer qu'Har et elle ne pèsent pas plus lourd qu'un seul adulte. Charlotte dit à Rietz de descendre et de s'enfuir, et les deux commencent à se disputer pour savoir qui protégera Har. C'est alors qu'ils sont tous impressionnés par 2 chasseurs qui abattent un sanglier. Har utilise son pouvoir d'évaluation et détermine qu'il s'agit des 2 frères dont ils ont entendu parler. Ils ont des prouesses de 67 et 65. Celui qui s'appelle Gatos a un potentiel de A pour l'infanterie, et celui qui s'appelle Marcus a un potentiel de A pour le tir à l'arc. Har révèle qu'il a une requête pour eux, et ils emmènent notre groupe chez eux. Leur père s'excuse de ne pas avoir une meilleure nourriture, mais notre groupe la trouve délicieuse. La viande qu'ils mangent provient de la créature qu'ils viennent d'attraper. Har explique ensuite qu'il aimerait que Gatos et Marcus servent de soldats pour la maison du Levant. Rietz explique qu'Har a l'œil pour détecter les talents et qu'il voit un grand potentiel chez les 2 frères. Le père est étonné par Har, qui est si mature pour son âge. Har est très différent de son 3e fils, Russell, qui a à peu près le même âge, mais le père le traite d'inepte. À ce moment-là, Charlotte exclut Russell, qui est alors surpris en train d'essayer de sortir en cachette de la nourriture sans saluer leurs invités. Le père le force à dire bonjour, et il remarque que le gamin n'a pas la même couleur de cheveux que les autres frères. À ce moment-là, Har utilise sa capacité d'évaluation, sans s'attendre à grand-chose, mais il est complètement choqué lorsqu'il voit la stade d'ingéniosité de ce gamin. Elle a un potentiel maximal de 109, ce qui permet à Har de le comparer à une légende. Ce gamin pourrait devenir un monstre, et Har doute qu'il puisse trouver une statistique plus élevée dans tout l'empire de Summerfort. Ses statistiques actuelles sont plutôt basses car il n'a que 5 ans, mais avec un peu d'entraînement, il ferait un excellent gardien. Le père finit de le réprimander, mais il est choqué quand Har lui révèle qu'il veut aussi Russell comme serviteur. Le père pense que l'enfant va tout gâcher, mais Har insiste. Russell s'attend au pire lorsqu'il s'agit de se battre, alors il refuse catégoriquement la demande parce qu'il ne veut pas mourir. Russell s'enferme dans sa chambre et Rietz ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec le rejet d'Har par Charlotte. Le père s'excuse pour le comportement timide de l'enfant. Il explique que sa mère est morte il y a 2 ans et qu'il s'est renfermé sur lui-même depuis. Il est loin d'avoir atteint le niveau de ses frères à son âge, et le père est persuadé que Russell aurait du mal à survivre, et encore moins à partir à la guerre. Har révèle que les talents de Russell ne sont pas ceux d'un soldat comme ses frères. Les talents de Russell sont ceux de l'esprit, c'est un stratège, et son incroyable intelligence sera vitale pour la cause d'Har. Har va le lui redemander, mais l'enfant est terrifié, et Har s'excuse d'avoir été si pressant. Il remarque que l'enfant aime les livres, et Russell explique qu'il n'en a qu'un seul, et que sa mère le lui lisait tout le temps. Russell est un petit garçon déprimé, car il dit qu'il est mauvais en tout, mais que lorsqu'il lit, il peut oublier toutes les mauvaises choses qui l'entourent. Har a une idée et propose d'emmener Russell à la bibliothèque de sa famille qui contient une tonne de livres. Il laissera même Russell prendre tous les livres qu'il veut, mais l'enfant pense qu'il s'agit d'une ruse pour le forcer à faire ce qu'il dit. Har insiste sur le fait qu'il n'y a pas de piège et Russell accepte de partir. Cependant, il exige que ses frères l'accompagnent,
car il craint toujours de mourir seul. Chez Har, Russell est terrifié car il est attaqué par une bête féroce, mais Har lui fait remarquer que ce n'est que leur chien. Charlotte emmène les frères aînés leur montrer la caserne, et Russell est terrifié qu'il l'ait laissé. Mais il change rapidement d'attitude lorsqu'il découvre la bibliothèque géante. Har part prendre sa leçon du matin et laisse l'enfant aux bons soins de Rietz. Au bout d'un certain temps, Har se précipite à nouveau à la bibliothèque, espérant que l'enfant n'est pas déjà parti. En arrivant, il découvre que Russell a essayé de lire autant de livres qu'il le pouvait, mais qu'il s'est fatigué et s'est endormi. Rietz révèle que Russell était capable d'apprendre de nouveaux mots dès que Rietz les définissait, et qu'il en développait même rapidement une compréhension profonde. Ce qui est le plus choquant, c'est que l'indice d'ingéniosité de Russell grimpe en flèche après quelques heures de lecture. Les frères arrivent pour voir l'enfant inconscient, et ils ne comprennent pas pourquoi il aime tant les livres alors qu'il ne sait même pas lire. Har s'en étonne et les garçons expliquent qu'on ne leur a jamais appris à lire puisque les chasseurs n'en ont pas besoin. Lorsque Russell se réveille, Har lui demande comment il a appris à lire. Russell répond simplement que lorsque sa mère lui faisait la lecture, il faisait correspondre ce qu'elle disait avec les mots de la page. C'est ainsi qu'il a fini par savoir lire. Les frères font remarquer qu'il n'était qu'un bébé à l'époque, et Russell révèle alors de manière choquante qu'il se souvient de la plupart des événements qui se sont produits depuis sa naissance. Apprendre à lire tout seul, c'est assez incroyable, et Har décide qu'il ne peut pas laisser échapper un tel talent. Har doit encore trouver un moyen de les convaincre, et Rietz a l'idée de leur montrer qu'il existe des moyens de chasser sans arc. Cela plaît à Har, qui raconte aux frères que, dans d'autres pays, on utilise des pièges pour chasser à la place des arcs. Russell a lu un livre à ce sujet, mais les autres frères sont sceptiques. Les suidés qu'ils chassent sont des animaux rapides et intelligents, ils ne sont donc pas sûrs qu'un piège puisse fonctionner contre eux. Har explique à Russell que la force et l'endurance ne sont pas les seules armes d'une personne. Dans le cas de Russell, c'est son cerveau. Har est assuré que le père de Russell le reconnaîtra s'il crée un piège, mais Russell doute d'en être capable. Heureusement, ses frères l'encouragent à impressionner leur père et lui proposent de l'aider de toutes les manières possibles. Russell aimerait bien être utile à ses frères, alors il accepte d'essayer. Un peu plus tard, leur père, Greg, est choqué de voir une structure avec un tas dessus à l'intérieur. Greg ne comprend pas et les frères lui expliquent qu'il s'agit d'un piège fabriqué par Russell. Russell explique alors que si les frères partaient pour devenir soldats, Greg serait laissé seul pour chasser, et qu'il voulait donc lui faciliter la tâche. Russell a lu que les cieux ont tendance à se précipiter sur tout ce qui est jaune, alors il a utilisé la clôture et la peinte en jaune pour les attirer. Mais ce n'est pas tout, Russell a lu que les bébés sués et les mères allaitantes détestent l'odeur des herbes, alors il a suspendu des herbes autour pour empêcher les mères et les bébés d'entrer. Ce gamin a pensé à tout, puisqu'il a également aménagé de petites sorties au cas où des bébés se retrouveraient coincés à l'intérieur. Russell voulait éviter de s'en prendre aux jeunes, car cela pourrait entraîner l'extinction de l'animal. Greg est étonné que Russell ait tenu compte du fait que son père préférait garder un équilibre avec la nature. Les frères sont persuadés que leur père va enfin devoir reconnaître les talents de Russell, mais ils sont choqués par sa réponse. Greg dit froidement aux frères de Russell d'emmener Russell avec eux lorsqu'ils partiront le lendemain. Russell s'y oppose, mais Greg lui dit qu'il doit quitter la maison et demande à Har de s'occuper de lui. Cela confirme à Russell que son père le déteste vraiment. Il veut qu'il quitte la maison, et Russell ne peut plus rester avec son père, il n'a donc pas d'autre choix que de rester avec Har à partir de maintenant. Har rejette cette idée et dit à Russell de rentrer chez lui pour l'instant, car il est sûr que Greg a ses raisons de dire ce qu'il a dit. Ce soir-là, Russell se souvient que sa mère a commencé à tomber malade après sa naissance. Il pense que son père le déteste parce que c'est à cause de lui qu'elle est morte. Russell s'en veut et il est sûr que tout le monde lui en veut aussi. C'est pourquoi il s'enferme dans sa chambre le jour de l'anniversaire de sa mort. Russell pense qu'il a tué sa mère et que maintenant il ne peut même pas être utile à sa famille, alors il souhaite ne jamais être né. À ce moment-là, le reste de la famille Russell se faufile sur le toit. Les frères espèrent que leur père sera fier d'eux en tant que soldats, et ils portent un toast à leur mère. Les frères se demandent pourquoi Greg a parlé à Russell comme il l'a fait, puisque le piège de Russell était extraordinaire. Il s'avère que Greg pense que Russell devrait lui en vouloir. Il n'a pas su voir le talent et le potentiel de Russell et se considère donc comme un père raté. Greg veut que Russell passe le reste de sa vie dans un endroit où ses talents peuvent briller. Cependant, Russell est gentil comme l'était sa mère, et le seul moyen de le faire partir est de le pousser à haïr son propre père et à lui en vouloir. C'est la seule façon pour Greg d'expier son échec en tant que père, et il espère que ses fils aînés seront capables de soutenir Russell comme il n'a pas su le faire. Greg déclare que Russell est son fils précieux, au même titre que ses deux autres fils, et nous voyons que Russell a tout entendu. Le lendemain, Har arrive pour prendre les frères et tout le monde est choqué. Russell déclare avec assurance qu'il ira avec eux. Har lui fait remarquer que cela signifie qu'il ne pourra pas voir son père pendant un certain temps, mais Russell le sait déjà. Greg ne dit pas un mot et se contente d'aller couper du bois, ce qui fait dire à Russell qu'il ne pourra jamais le haïr. Russell part avec Har parce qu'il sait qu'il ne sert à rien à la maison.
C'est pourquoi il veut aller étudier et apprendre toutes sortes de choses pour devenir utile au village. Il promet d'apprendre à fabriquer de meilleurs pièges et espère simplement qu'ils pourront vivre ensemble à nouveau lorsque ce jour viendra. Les deux frères sont émus et Greg promet de l'attendre. Les frères remercient Har, mais ce dernier explique qu'il se moque de savoir si Russell est devenu son serviteur. Russell a un talent incroyable, mais Har tenait surtout à ce que le lien avec son père soit rétabli. Les frères sont émerveillés par le caractère d'Har et s'engagent à le servir du mieux qu'ils peuvent. Russell fait de même, et Har est heureux de les avoir. Un peu plus tard, Raven tombe malade et Har propose de diriger les prochaines fiançailles. Har a maintenant 9 ans et il dit à son père qu'il n'est pas en état de se battre. Mais les choses sont devenues assez graves, et Raven dit qu'il doit mener le combat. Nous apprenons ensuite que le gouverneur de Mission est décédé et qu'il a désigné son fils cadet Bazamark comme son successeur. Cependant, son frère aîné Kuran l'a accusé d'avoir falsifié les documents. Kuran s'étant fait un nom sur le champ de bataille, il gagna des partisans qui pensaient qu'il aurait dû hériter du trône. La province de Mission est déchirée, et la province voisine de Sith en profite pour passer à l'offensive. Har pense qu'il devra bientôt retourner sur le champ de bataille, mais Raven lui explique qu'il doit penser à autre chose. Har est alors choqué lorsque Raven lui révèle qu'il s'est arrangé pour qu'Har se marie et qu'il a oublié de le lui dire. Har annonce la terrible nouvelle à tout le monde et explique qu'il vient de recevoir une lettre de la jeune fille qu'il va épouser. Charlotte le taquine car elle pensait qu'il l'épouserait, mais l'heure n'est pas à la plaisanterie. Har est alors convoqué à l'extérieur car sa fiancée est arrivée. Il panique, car il n'a jamais eu de petite amie dans sa vie passée. La jeune fille se présente sous le nom de Licia, et Har n'arrive pas à croire que c'est elle qu'il va épouser. Il utilise bien sûr sa capacité d'évaluation sur elle, qui révèle qu'elle a une diplomatie de 100 et une ambition de 80. C'est assez terrifiant, et Har ne comprend pas comment son statut d'ambition peut être aussi élevé. Cela n'a aucun sens, car elle a l'air si gentille et si douce. À ce moment-là, Har se rend compte que ce n'est peut-être qu'un acte, et que son ambition signifie qu'elle veut lui ravir le trône. Raven étant très malade, Har décide qu'il est le seul à pouvoir arrêter son plan diabolique. Son regard la fait rougir, alors Har oublie tout ce qu'il vient de penser et se dit qu'elle est adorable. À ce moment-là, le majordome de Licia lui fait remarquer qu'il y a un Malcan à l'intérieur, mais Licia lui explique qu'il s'agit de Rietz. Les récits de ses exploits sur le champ de bataille sont légendaires, et elle oblige son majordome à s'excuser. Par la suite, Licia est la bienvenue dans la maison et fait preuve de beaucoup de respect en se présentant à tout le personnel. Pendant qu'il mange, Licia fait remarquer qu'Har a de la nourriture sur le visage, et il se rend compte que c'est elle qui a mené la conversation. Har est en admiration devant elle parce qu'elle est très douée pour la communication, qu'elle a l'esprit vif et qu'elle maîtrise parfaitement l'étiquette. S'il n'avait pas été capable de l'évaluer, Har est sûr qu'il serait déjà tombé amoureux d'elle. Har aimerait pouvoir lui faire visiter Lamberg, mais il pleut. Il est choqué lorsqu'elle lui dit que la pluie va s'arrêter, et c'est ce qui se passe. Har se demande si elle a la capacité de contrôler le temps, mais elle explique qu'elle analysait simplement les mouvements des nuages. Les serviteurs d'Har les observent et Russell a un mauvais pressentiment au sujet de Licia. Charlotte le félicite pour son instinct, car elle a aussi le sentiment que la jeune fille pourrait être dangereuse. Plus tard, Har emmène Licia à Lamberg, où tout le monde est ravi de rencontrer sa fiancée. Ils veulent tous faire la fête, et Har se dit qu'il ne peut pas leur dire que Licia pourrait être une menace pour leur domaine. Une dispute éclate à proximité, et Har décide qu'en tant que prochain seigneur de ces terres, il devrait essayer de la régler. Cependant, il est certain que s'il échoue, Licia en profitera pour saper son autorité. Charlotte apparaît et propose de régler la situation par une attaque magique. Licia l'en dissuade et s'étonne qu'elle soit une fan du célèbre mage. Russell est ensuite déçu lorsque Charlotte semble oublier ses soupçons simplement grâce à la flatterie de Licia. Licia propose de régler la dispute mais aimerait qu'Har lui fasse une faveur si elle réussit. Elle ne lui dit même pas de quelle faveur il s'agit et se contente d'aller régler la dispute. Licia commence par se présenter et explique qu'elle va épouser Har. Elle propose ensuite d'acheter les matériaux sur lesquels il se disputait, car son pays ne peut pas se les procurer lui-même. De plus, son pays dispose d'un endroit où l'on peut extraire les matériaux dont l'un des deux hommes a besoin, et elle propose donc de lui en vendre à un prix très raisonnable. En bon chef, Har se remet rapidement du coup de feu et demande à tout le monde d'utiliser le contrat lors des négociations à venir afin d'éviter ce genre de problème. Licia dit que ce n'est pas grave quand Har la remercie, et il se rend compte que sa diplomatie est vraiment d'un niveau supérieur. Charlotte admet ensuite que Licia a fait du bon travail, mais déclare qu'elle ne l'accepte toujours pas. Charlotte s'en va, agacée par toute cette histoire de mariage, laissant Har sous le choc. Licia révèle alors que la faveur qu'elle veut obtenir est qu'Har réponde honnêtement à une question. Har suppose qu'elle veut des informations pour son plan diabolique, mais il est choqué de voir qu'elle veut simplement savoir quel genre de personne il aime. Har suppose qu'il s'agit d'une comédie et essaie de comprendre ce qu'elle veut vraiment. Mais il se rend compte qu'elle est trop intelligente et qu'il ne pourra pas la devancer. Har décide de l'affronter et déclare qu'il aime les gens qui disent ce qu'ils pensent et qui ne lui cachent rien. Har s'attend à une bataille d'esprit, mais Licia se contente de dire qu'elle gardera cela à l'esprit. Ce soir-là,
Ils prennent un repas au cours d'un spectacle de magie, mais Ar n'arrive pas à comprendre ce que cherche Licia. Il décide de réessayer demain, mais il est choqué lorsqu'il découvre que Licia s'est glissée dans sa chambre. Elle l'a fait pour voir l'expression choquée de son visage, et Ar se rend compte qu'elle aime se moquer de lui. Licia lui rappelle qu'il aime les gens qui disent ce qu'ils pensent, alors elle s'est glissée dans sa chambre dans l'espoir d'avoir une conversation honnête. Ar est impatient d'entendre ce qu'elle a à dire, mais il est choqué lorsqu'elle veut savoir ce qu'il pense d'elle. Licia lui révèle qu'elle a un talent particulier pour deviner les sentiments des gens rien qu'en les regardant, même s'ils font de leur mieux pour le cacher. Elle savait qu'il se méfiait d'elle depuis le début, mais elle se targuait de pouvoir mettre les gens à l'aise en quelques minutes de conversation. Cependant, tout ce qu'elle a fait n'a fait qu'accroître sa méfiance à son égard, si bien qu'elle se demande ce qu'elle a à lui reprocher. Ar est étonné par son sens de l'observation, mais il se sent mal à l'aise. Les gens ne sont pas capables de voir les statistiques comme lui, et la plupart d'entre eux lui font probablement confiance tout de suite. Ar sait qu'il pourrait balayer la question du revers de la main, mais il ne le fait pas et décide d'être honnête. Ar lui révèle sa capacité d'évaluation et lui explique qu'elle a des statistiques de diplomatie et d'ambition incroyablement élevées. Cela lui fait croire que toutes ses actions sont calculées et qu'elle doit avoir une arrière-pensée. Licia le croit étonnamment, car cela explique beaucoup de ses actions. Elle admet avoir beaucoup d'ambition, mais hésite à lui dire à quoi elle sert. Elle finit par révéler qu'elle souhaite qu'un homme extraordinaire tombe amoureux d'elle, mais elle est gênée par le silence d'Ar. Ar se contente de dire que c'est merveilleux et pense qu'il est vrai que la meilleure façon de survivre pour une fille de seigneur est d'épouser un homme puissant. Ar s'en désole, car épouser un seigneur d'un domaine aussi faible que le sien doit être loin d'être idéal pour elle. Pour la première fois, Licia comprend ce que pense Ar et lui assure que si elle avait trouvé Ar bon à rien, elle aurait fait tout ce qu'il fallait pour rompre leurs fiançailles. Le temps passé avec Ar la fait changer d'avis et elle souhaite donc l'épouser. Ar, choqué, lui rappelle que son territoire est petit, mais elle est sûre que cela changera. Elle voit beaucoup de promesses en Ar, mais il ne fait que remercier toutes les personnes extraordinaires qui l'entourent. C'est exactement ce qu'elle veut dire, tout le monde aime Ar pour ce qu'il est, et il n'a même pas besoin d'essayer. C'est très important pour un bon seigneur, et Licia admet qu'elle l'aime comme tout le monde. Sous le choc, Ar ne peut que dire merci, et elle s'en va. Ar se traite d'idiot pour cette réponse boiteuse et pense qu'il est formidable que Licia ait dit ce qu'elle pensait. En dehors de sa chambre, Licia est embarrassée d'avoir pénétré en douce dans la chambre d'un gentleman, elle se traite d'idiote pour ce comportement tout à fait honteux. Cependant, c'est la première fois qu'elle dit à quelqu'un ce qu'elle ressent. Sur le chemin du retour, Licia pense que le monde de la noblesse est un endroit horrible, tout le monde ment, et ils n'hésitent pas à faire tomber quelqu'un pour assurer leur propre position de pouvoir. Licia a toujours détesté sa capacité à ressentir ses sentiments chez les gens. Cependant, Licia a découvert que si un homme fort, doté d'un pouvoir politique, tombe amoureux d'une personne, celle-ci peut échapper à cet endroit horrible. Elle ne voulait pas épouser la maison de Levant, car elle voulait épouser un homme beaucoup plus fort. Son seul but avait arrêté de faire bonne impression, mais elle ne faisait que le rendre méfiant. Elle ne pouvait jamais savoir ce que pensait Ar, mais un événement survenu lors de sa visite lui fit changer d'avis sur lui. Un jour, Ar pensa qu'elle avait mal aux pieds à force de marcher, et il lui donna quelque chose pour soulager ses ampoules. C'est alors qu'elle s'est rendue compte que la bonté d'Ar était sans limite et qu'elle n'était pas liée au rang ou à la position de qui que ce soit. Non seulement cela, mais Ar l'a aussi acceptée telle qu'elle est. Licia remercie Dieu pour son pouvoir, car elle sait enfin comment l'utiliser. Elle est sûre que les gens voudront profiter de la gentillesse d'Ar, c'est pourquoi elle veut être à ses côtés. Si quelqu'un essaie d'entraver le beau monde qu'il construit, elle jure d'écraser chacun d'entre eux. Nous apprenons ensuite qu'Ar et Licia ont commencé à s'envoyer des lettres et qu'ils ont discuté de leur dernière rencontre. Elle lui rappelle qu'il n'a jamais répondu à sa déclaration d'amour, mais elle ne veut pas le pousser à bout. Au lieu de cela, elle a déclaré qu'elle ferait de son mieux pour qu'il tombe amoureux d'elle au premier regard. Quelques années plus tard, Ar a maintenant 11 ans. Les choses ne vont pas très bien, car l'état de Raven s'est gravement détérioré. Le médecin recommande à Ar de se préparer au pire. Il pense alors qu'il est loin d'avoir rendu à son père ce qu'il a fait pour lui. Ar supplie qu'on lui donne plus de temps. Ailleurs, un gouverneur est assassiné et le coupable se suicide en sautant par la fenêtre. Raven apprend que le gouverneur de Mission a été éliminé et se tourne vers Russell pour savoir ce qui va se passer. Russell prédit qu'une terrible guerre est à venir, et Raven est d'accord, car les chefs de chaque district de Mission seront forcés de se ranger du côté de l'un des frères dans le conflit de succession. Le chef du district des Canaries choisira probablement le frère aîné Curran. Lorsqu'il le fera, Raven s'assurera que tout le monde comprendra que leur terre de Lamberg le suivra. Raven essaie d'aller faire des préparatifs, mais il n'est pas en état de bouger. Plus tard, le chef du district des Canaries convoque Raven avec une lettre. Rietz propose à Raven d'y aller, mais Ar déclare que cette fois-ci, c'est lui qui ira. Notre groupe arrive pour rencontrer le chef du district des Canaries, mais le garde à la porte est sceptique. Ar étant très jeune, il se demande s'il est vraiment de la maison Levant. C'est alors qu'il reconnaît la dame de flamme de Levant, et Ar réalise que Charlotte est vraiment célèbre.
Le garde est alors stupéfait lorsqu'il reconnaît le faucheur de Levant, et les autres n'arrivent pas à croire que Rietz porte un surnom aussi terrifiant. Le nom fait paraître Rietz plus dangereux qu'il ne le voudrait, mais le garde trouve qu'il lui va plutôt bien. Le fait d'être avec eux est une preuve suffisante pour le garde, et ils sont donc autorisés à entrer. Un serviteur du chef du district des Canaries se présente sous le nom de Mena. Il souhaite une bonne santé à Raven et utilise sa capacité sur lui. La moyenne de toutes ces statistiques est assez élevée, ce qui fait de lui un touche-à-tout. Mena est impressionné par les serviteurs d'Ar, et il aimerait qu'ils servent leur maison. Il rejette l'offre et explique qu'ils ont juré fidélité à la maison Levant. Ar est ensuite amené à rencontrer les autres chefs de domaine. Ar se présente comme le remplaçant de son père, mais il est ignoré. Ar se demande s'ils sont sceptiques à son égard en raison de son âge, mais l'un des seigneurs le complimente sur sa présentation. Ce dernier s'appelle Orslo et Ar se souvient de lui lorsqu'il était plus jeune. Orslo a la gentillesse d'offrir des biscuits à Ar, mais l'autre seigneur lui jette un regard noir. À ce moment-là, tout le monde se lève et le chef du district des Canaries arrive. Il s'appelle le maire et ses statistiques sont dignes d'un chef de district. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce qui manque à le maire est compensé par son serviteur Mena. Le maire déclare qu'une guerre est imminente, et il a donc décidé que le district canarien soutiendrait le fils aîné Curan. Aucun des seigneurs ne s'y opposant, le maire leur demande de préparer leurs forces. La province de Setz va sûrement essayer de profiter de la situation, il faut donc se préparer. Les autres seigneurs commencent à donner des ordres, mais Ar est soulagé que cette réunion éprouvante pour les nerfs soit terminée. À ce moment-là, le seigneur le maire s'adresse directement à Ar. Il reconnaît que Lamberg est un petit domaine, mais qu'il a fait preuve d'une force qui dépasse de loin sa taille. Il félicite Ar d'avoir agi comme mandataire de son père à l'âge de 11 ans seulement, et il a de grands espoirs pour la maison du Levant. Le maire est impatient de voir leur croissance, et ils promettent tous de faire de leur mieux. C'est alors que le type qui fixait Ar se présente sous le nom de Hamond. C'est le seigneur du domaine de Torbekista, et Ar comprend qu'il s'agit du père de Licia. Hamond lui révèle que Licia est désemparée depuis quelque temps et que cela a un rapport avec Ar. Ar n'a aucune idée de ce qu'il a pu faire de mal, et Hamond se demande s'il a répondu aux lettres de Licia. À ce moment-là, Ar se souvient qu'il était en train de lui répondre lorsque son père s'est effondré et que le gouverneur a été assassiné. Ar se rend compte que cela fait quelques jours qu'il a reçu la lettre, et il promet de lui répondre dès son retour. Hamond révèle que Licia est d'habitude si calme et si posée, mais qu'elle a commencé à exprimer ses sentiments plus ouvertement. Hamond attribue ce changement à Ar, qui semble l'aimer profondément. Licia est une jeune fille très intelligente, aussi Hamond l'a toujours laissée se débrouiller seule tandis qu'il se concentrait sur les affaires politiques. C'est pourquoi il a veillé à ce qu'elle mène une vie solitaire. Pour ne rien arranger, son domaine a été le théâtre de nombreux conflits entre nobles, et il est certain que Licia en a souffert. Hamond emporte la responsabilité et il ne souhaite plus qu'une chose, qu'elle trouve le bonheur. Il a d'abord dirigé sa colère contre Ar, mais il s'agissait simplement d'un comportement protecteur, et il s'en excuse maintenant. Hamond espère qu'Ar s'occupera de Licia lorsqu'ils se marieront, et Ar promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la rendre heureuse. Ar a d'abord trouvé ce type effrayant, mais il se rend compte que Hamond se soucie simplement de sa fille. Plus tard, Ar raconte à Raven que le maire s'est rangé du côté de Curan. Ar craint que son père ne soit contrarié d'avoir répondu à la convocation de Licia sans le lui dire, mais il est choqué lorsque Raven le complimente sur son bon travail. Plus tard, Ar écrit à Licia. Il explique que les choses ont été très mouvementées et s'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt. Ar lui écrit que son père est très gentil et qu'il se soucie beaucoup d'elle. La guerre approchant, la situation devient très tendue et Ar espère que les maisons travailleront ensemble pour remporter la victoire. Ar s'inquiète pour Licia, car s'il est nerveux à propos de la guerre, elle doit être terrifiée. À ce moment-là, il se souvient de la promesse qu'il a faite à Hamond, et il jure de gagner et de protéger Licia. Un peu plus tard, Rietz s'excuse auprès d'Ar de l'avoir renversé lors d'un combat, mais Ar ne veut pas qu'il s'excuse. Ar veut devenir plus fort pour la guerre, il demande donc à Rietz d'attaquer plus fort. Rietz pense qu'il devrait faire une pause puisqu'ils se sont entraînés toute la journée, et il est surpris quand Ar exige qu'il continue. Ar pense que tous les autres s'entraînent pour devenir de plus en plus forts, mais qu'il ne s'est pas amélioré du tout. Récemment, Ar a dirigé des troupes dans une bataille simulée, qui s'est soldée par un échec total. Il a lu des tas d'ouvrages sur la guerre, mais il n'a aucune expérience de la vie réelle. C'est pourquoi il sursaute chaque fois que de vrais soldats lui foncent dessus. Ar sait que Rietz et Charlotte seront à ses côtés sur le champ de bataille, mais il veut être capable de se défendre seul. Quel que soit le niveau de compétence de chacun, ils ont toujours besoin d'un chef fort. À ce moment-là, Russell révèle que la province de Setz a fait son premier pas et que le maire demande à Lamberg d'entrer immédiatement sur le champ de bataille. L'emplacement de Lamberg les met en grand danger, mais Raven n'est pas en état de se battre. Ar décide qu'il doit y aller, mais il ne peut s'empêcher de trembler de peur. Il s'y résout et déclare qu'il dirigera les troupes. Rietz assure Ar que sa présence donnera du courage à tout le monde, et il déclare qu'il fera en sorte que le premier engagement d'Ar soit victorieux.
Ar s'adresse à toutes les troupes et les informe qu'il les dirigera. Mais à ce moment-là, il est choqué par l'apparition de Raven, qui lui dit qu'il ne peut pas laisser Ar s'engager sur le champ de bataille pour l'instant. Ar fait remarquer que Raven n'est pas en état de se battre, mais Raven déclare qu'il mourrait volontiers au service du district canarien de Lamberg. Rietz tente de défendre Ar, mais Raven lui dit de ne pas s'en mêler. Ar tente d'assurer à son père qu'il sera victorieux, mais Raven explique que le problème est qu'Ar n'a pas encore le visage d'un guerrier. Il est clair qu'Ar ne sait pas ce que cela signifie, alors Raven demande à un soldat d'amener un homme du donjon. Il s'appelle Baramorda et est considéré comme un monstre pour avoir commis tous les crimes les plus terribles. La maladie de Raven a retardé l'exécution de Baramorda, mais Raven décide qu'ils vont l'exécuter maintenant sous le regard d'Ar. Si Ar peut regarder Baramorda mourir sans perdre son sang-froid, alors Raven le reconnaîtra comme un homme et l'autorisera à prendre le commandement de la bataille. Ar est incrédule pendant qu'ils font les préparatifs, et il pense qu'il n'a jamais vu quelqu'un se faire enlever la vie. Baramorda montre à quel point il est un monstre en déclarant qu'il a ôté la vie à de nombreux enfants comme Ar. Il dit à quel point il aime voir la peur dans leurs yeux, ce qui choque Ar. Raven ordonne que l'exécution commence et Ar regarde la tête de Baramorda être enlevée. Les yeux d'Ar commencent à trembler, car il n'a que 11 ans, mais il fait de son mieux pour garder son sang-froid. Malheureusement, le moment s'avère trop horrible et il se met à vomir. Raven lui assure qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. Sa réaction est normale pour la première fois, et Raven admet qu'il a réagi de la même façon. Cependant, la mort survient constamment au cours des batailles, et quelqu'un débranlé par une seule mort ne peut pas gérer le commandement. Raven déclare qu'il ira cette fois-ci, et les troupes le suivent tandis qu'Ar reste en arrière. Les serviteurs d'Ar se précipitent à ses côtés, mais Raven leur dit qu'il est temps de partir et qu'ils doivent suivre ses ordres. Ar est seul maintenant, et il se rend compte qu'il n'a rien compris. En fait, il n'était pas du tout prêt à partir en guerre, et il n'est vraiment qu'un enfant. À la limite du conflit, nous assistons à la bataille entre Raven et les serviteurs d'Ar. Rietz et Raven se battent en première ligne tandis que Russell donne des ordres pour ajuster la formation de l'armée. Charlotte fait son truc et lance une énorme boule de feu sur un mur. Raven est manifestement malade, car il tousse du sang, mais il continue à se battre vaillamment. L'ennemi est 50% plus nombreux que l'armée canarienne, mais les forces du Levant, menées par Raven, leur permettent de prendre la forteresse qu'ils convoitent. La bataille dure plus d'1 mois, et Raven revient 4 jours après le 12e anniversaire d'Ar, mais il est en mauvais état. Les frères et sœurs d'Ar craignent qu'il ne meure, et Ar va parler à ses serviteurs. Il explique à Rietz qu'il a été blessé pendant l'entraînement et demande des nouvelles de son père. Rietz lui explique que Raven s'est battu héroïquement, mais que sa santé déjà chancelante a fait des ravages une fois le combat terminé. Ar se reproche de ne pas avoir été assez fort pour remplacer Raven, mais les autres lui rappellent que Raven était déjà malade. Ar demande à être prévenu si l'état de Raven évolue et part s'entraîner. Rietz lui fait remarquer qu'il est déjà tard, mais Ar s'en moque. Ils sont tous inquiets pour Ar, car ils ont entendu dire qu'il s'était lancé à corps perdu dans l'entraînement quotidien. À ce moment-là, les autres sont choqués par l'arrivée de Licia à la porte d'entrée. Elle est très inquiète pour Ar, car elle a remarqué un changement dans les lettres qu'il a envoyées récemment. Alors qu'il avait l'habitude d'écrire des lettres gentilles et chaleureuses, il semble désormais distant. Elle se demande si quelque chose ne va pas, et Rietz lui demande de ne pas se vexer en lui disant qu'Ar a ses raisons. Licia s'énerve et explique qu'elle n'est pas offensée, qu'elle est juste inquiète. Elle veut désespérément savoir ce qui se passe, et tout le monde accepte de le lui dire. Il lui parle de l'exécution et du fait qu'Ar se sent coupable d'avoir aggravé l'état de Raven. Licia s'en veut de ne pas avoir aidé Ar plus tôt, alors qu'il en avait besoin, et elle les supplie de lui dire où il se trouve. Licia se rend avec enthousiasme auprès d'Ar, mais celui-ci est en plein entraînement. Après qu'il se soit effondré sur le sol, on lui dit qu'il ne peut physiquement plus s'entraîner. Ar refuse de s'arrêter et rappelle que son père s'est battu dans une vraie bataille, dans des conditions bien pires. Ar veut désespérément protéger tout le monde comme son père, alors il continue à s'entraîner. Les autres sont surpris par la décision de Licia de ne pas lui parler, elle lui explique que ce n'est pas le bon moment. C'est à ce moment-là que le groupe apprend que Raven a repris connaissance. Russell veut annoncer la bonne nouvelle à Ar, mais il s'avère que Raven veut d'abord leur parler à tous les trois. Raven leur parle avec désinvolture, et Charlotte se demande qui est ce type. Raven explique qu'il ne s'adresse pas à eux en tant que seigneur pour le moment, et qu'il veut juste savoir s'ils aiment leur vie dans la maison. Pour eux, c'est le paradis, ce dont Raven se réjouit, mais il leur annonce une mauvaise nouvelle. Il explique qu'il n'est plus de ce monde et qu'il veut leur dire quelque chose. Il ne s'attendait pas à grand-chose quand Ar les a amenés, mais ils sont devenus des piliers essentiels de leur domaine. Raven est heureux de les avoir rencontrés et il est fier de tout ce qu'ils ont accompli. Ils ne savent plus où donner de la tête et Raven leur révèle qu'il a une requête à leur faire. Ar n'est pas encore assez fort pour se battre, et lui imposer la seigneurie maintenant est très cruel. C'est seulement maintenant, alors qu'il se trouve aux portes de la mort, que Raven se rend compte de tout ce qu'il a laissé de côté. Raven aurait aimé emmener Ar sur le champ de bataille plus tôt. Il aurait ainsi pu lui montrer les dures réalités du monde alors qu'il était encore là pour l'en protéger. Il est trop tard pour cela,
Alors Raven leur demande à tous les trois de soutenir Ar. Ce n'est pas en tant que seigneur d'un domaine qu'il le demande, mais en tant que père. Il déclare qu'il est fier d'appeler Ar son fils, et il les supplie de lui accorder ce souhait. Russell attribue à Ar le mérite d'avoir amélioré sa relation avec son propre père, et déclare qu'il fera tout ce qu'il faut pour aider Ar. Charlotte explique que c'est Ar qui a donné un sens à sa vie et qu'elle ne pourra jamais servir quelqu'un d'autre. Rietz est du même avis et jure de se battre pour Ar même si cela doit le tuer. Ils acceptent tous de soutenir Ar et remercient Raven de les avoir laissés entrer dans sa maison. Rietz a une requête à faire à Raven, qu'il accepte. Rietz dit à Licia que Raven va lui parler. Licia s'excuse de devoir se rencontrer pour la première fois dans ces conditions, mais elle est choquée d'apprendre qu'ils se sont déjà rencontrés une fois. Raven pensait qu'elle n'était qu'une fille trop prudente lorsqu'il l'a vue pour la première fois, mais il s'est vite rendu compte qu'elle avait de la gentillesse en elle. Raven voulait quelqu'un comme elle aux côtés d'Ar, c'est pourquoi il lui a demandé de se fiancer à Ar. Raven craint d'être malheureuse à cause des défauts d'Ar, mais c'est la dernière chose à laquelle elle pense. Elle admet que la gentillesse d'Ar peut le rendre vulnérable, mais elle sait qu'il essaie désespérément de surmonter cela pour devenir plus proche de Raven. Raven est heureuse de l'entendre parler ainsi, car il est clair qu'elle est tombée amoureuse d'Ar. Licia admet fièrement qu'elle aime Ar de tout son cœur, et Raven la remercie. Licia quitte la pièce alors que Raven demande à voir Ar ensuite, et elle remercie Rietz de l'avoir aidé à rencontrer Raven. Lorsque Rietz se retrouve seul, son esprit est envahi par tous les souvenirs qu'il a avec Raven, et il fond en larmes. Plus tard, Ar va voir son père avec enthousiasme et est heureux d'apprendre qu'il se sent mieux. Ar révèle qu'il a fait beaucoup de recherches sur la maladie de Raven et qu'il y a des remèdes qu'il aimerait essayer. Ar essaie de parler d'un médecin qui pourrait l'aider, mais Raven l'interrompt. Raven se souvient qu'il avait l'âge d'Ar lorsqu'il s'est enfui de chez lui pour se réfugier en ville à cause du tyran qui gouvernait son village. Le gouverneur de Mission était en visite dans la ville, et ce dont Raven se souvient le plus clairement, c'est à quel point il semblait grandiose. Raven l'admirait et voulait devenir comme lui, quelqu'un qui pourrait être gouverneur et diriger de nombreux soldats. Raven apprit à manier l'épée et devint soldat. Il se battit de tout son cœur et fut reconnu pour ses exploits. Finalement, il fut nommé par le maire, et la chose suivante qu'il sut, c'est qu'il avait son propre domaine. Il chérit tous les habitants de Lamberg et consacre sa vie à les protéger. Ar s'inquiète lorsque Raven se met à tousser, et Raven lui révèle qu'il sait qu'Ar se reproche son état. Raven lui assure que ce n'est pas de sa faute, car c'est la vie qu'il a choisi de vivre. Raven a une requête pour Ar, il lui demande de protéger les habitants de Lamberg. Ar commence à s'effondrer, mais il s'arrête et déclare qu'il exécutera la demande de son père. Raven voit la volonté d'Ar dans ses yeux et se rend compte qu'être son fils a dû être un grand fardeau. Ar rejette cette idée et déclare qu'il est heureux d'être le fils de Raven. Raven interrompt ce moment de tristesse en demandant comment se passent les choses avec Licia, et tous deux parlent du passé. Ils discutent toute la nuit et le reste de la famille se joint même à eux. Malheureusement, le lendemain, Raven a disparu. Ce soir-là, Ar demande à ses frères et sœurs de dire au revoir à leur père, qui est en train de reposer en paix. Ar se met à pleurer un peu et fait un discours sur l'excellence de son père. Il informe tout le monde que Raven lui a confié le soin de s'occuper de tout le monde à Lamberg. Ar admet qu'il n'est pas aussi fort que son père, mais il jure de se soucier d'eux plus que quiconque et de les protéger. Il leur demande de l'aider et il l'encourage tous en disant qu'il ferait n'importe quoi pour lui. À ce moment-là, Charlotte se souvient de l'époque où elle essayait de se dépasser sur le champ de bataille. Raven lui a dit de garder cet effort désespéré pour le moment où il s'agirait d'Ar sur le champ de bataille, et elle a promis de le faire. Russell se souvient alors qu'il s'est couché très tard pour étudier, et il dit à Raven qu'il veut en apprendre le plus possible pour pouvoir aider Ar. Raven lui rappelle qu'il a beaucoup de temps pour grandir, qu'il peut donc prendre son temps et grandir aux côtés d'Ar. Licia est attristée par un souvenir qui lui est propre, mais elle est heureuse de voir à quel point tout le monde est proche dans ce moment. Ar remercie tout le monde pour son soutien et demande à son père de veiller sur eux. Ar se recueille, se tourne vers tout le monde et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il est le maître de la maison Levent. Tout le monde s'incline devant lui et il déclare que la légende de la maison Levent commence maintenant. Ailleurs, une femme mystérieuse entend des hommes parler de l'assassinat et leur demande de lui en dire plus. 3 mois plus tard, Ar raconte à son père que tout le monde l'a aidé à s'habituer à ses fonctions de seigneur. Ar sait qu'il ne sera jamais à la hauteur de son père, mais il promet de faire de son mieux à sa manière. Les seigneurs se réunissent pour honorer Raven et annoncer qu'Ar a pris la tête de la maison Levent. Ar promet de faire de son mieux pour remplir son rôle, et les autres seigneurs sont impressionnés par la confiance qui se lit dans ses yeux. Ar est désormais sur un pied d'égalité avec eux, et ils s'enthousiasment lorsqu'ils lui disent qu'ils attendent beaucoup de lui. La guerre entre les frères commence vraiment maintenant, et Mena informe tout le monde de la situation. Le jeune frère possède des soldats et des ressources en plus grand nombre que les leurs, et il occupe la capitale de la province de Mission. Le frère aîné contrôle la ville commerçante de Samplar, ce qui lui confère une supériorité économique, de sorte que la puissance des deux villes opposées est à peu près égale. Cela signifie que les districts environnants joueront un rôle majeur, c'est pourquoi leur curant a essayé de les sécuriser. Le problème, c'est qu'un domaine refuse de coopérer.
Il s'agit de Perena, qui se trouve en plein milieu d'une route importante pour l'approvisionnement de la ligne de front. Ils espéraient éviter les combats inutiles, mais cette route est vitale, et ils décident donc de conquérir Perena. À ce moment-là, Har choque tout le monde en demandant qu'on lui permette d'essayer quelque chose d'abord. Un coup d'œil en arrière montre que Russell s'est méfié de la façon dont l'armée ennemie se déplaçait. Retz était d'accord avec lui, mais il n'était pas sûr de ce qui n'allait pas. Ce qu'il savait, c'est qu'il serait très mauvais d'attaquer sans savoir, et ils ont donc décidé de commencer par recueillir des informations. Pour ce faire, Retz a recommandé un groupe de mercenaires appelé Shadow. Ils sont spécialisés dans la collecte d'informations, et la rumeur dit qu'ils sont très bons dans ce domaine. Tous sont d'accord et Russell demande à Har d'en parler lors de la prochaine réunion. Har explique alors au seigneur qu'il est étrange que l'ennemi ne recule pas alors qu'il est entouré d'ennemis. Har se montre convaincant et on lui donne le temps d'enquêter sur la situation. Ensuite, notre groupe va voir les orphelins de Charlotte, qui ont tous grandi. Har a fait construire un orphelinat et a veillé à ce que les enfants de Charlotte y soient acceptés. Mais ce n'est pas tout, car il a demandé aux responsables d'accueillir tous les enfants sans abri qu'ils pourraient trouver. Charlotte retrouve les enfants, qui lui font part de leur projet d'avenir. L'un d'eux veut rejoindre l'armée de Lumer, l'autre veut devenir fermier. Il remercie Har d'avoir changé leur vie, mais il souligne que Charlotte les aide aussi en leur envoyant la majeure partie de son salaire. Les enfants la remercient également et promettent de faire de leur mieux. Charlotte a pensé les emmener tous à Lamberg, mais elle se rend compte aujourd'hui que c'est mieux de les laisser ici. Vivre dans une grande ville offre de nombreuses possibilités, et les enfants doivent vivre de nombreuses expériences. À ce moment-là, Har est choqué par l'apparition de Léa, qui explique qu'elle est venue avec son père. Elle s'est ensuite précipitée pour trouver Har lorsqu'elle a appris qu'il était là. Har n'a aucune idée de ce qu'il doit faire, car il n'est pas mentalement préparé à l'affronter en ce moment. Licia est émerveillée par l'orphelinat et par le fait que le bonheur semble suivre Har partout où il va. L'un des petits-enfants sans parents s'emporte et abîme la robe de Licia, si bien qu'Har promet de lui en acheter une nouvelle. Licia n'en est pas moins décontractée et se joint au jeu des enfants. Son majordome aurait préféré qu'elle ne le fasse pas, mais Har l'admire pour cela. Ce soir-là, Har explique que Retz va l'intégrer à son groupe de mercenaires, Shadow. S'ils acceptent de le rencontrer, Har négociera avec eux un emploi. Licia aimerait l'accompagner, mais Har lui fait remarquer que cela pourrait être dangereux. Licia fait remarquer qu'Har sera accompagné de ses renforts et qu'elle est sûre que Retz pourra les protéger. Har cède et explique qu'il ira la chercher si les mercenaires acceptent de le rencontrer, mais Har est choqué lorsque Licia révèle qu'elle restera avec eux. Licia convainc Har de la laisser rester, et il va lui préparer une chambre. Cette folle dit qu'elle veut bien partager sa chambre, mais Har refuse. Charlotte explique qu'Har restera dans sa chambre, et Retz arrive pour assister à cet étrange moment. Charlotte annonce à Russell qu'il va se joindre à eux, Retz s'excuse auprès de son petit camarade et s'en va. Le lendemain matin, les garçons sont épuisés parce que Charlotte les a empêchés de dormir à cause de ses remuements incessants. Retz arrive et révèle qu'il a reçu des nouvelles de Shadow et qu'ils vont dire au revoir aux orphelins. Les enfants font remarquer qu'ils ne seront peut-être plus là la prochaine fois qu'ils viendront, car ils auront réalisé leur rêve. Notre groupe finit par partir, et Har peut dire que Charlotte est de bonne humeur. Retz explique qu'il a pu entrer en contact avec Shadow grâce à son ancien groupe de mercenaires. Les groupes de mercenaires se répartissent les tâches entre eux, car ils ont tous des spécialités différentes. Son groupe s'occupait des batailles en première ligne, mais Shadow se spécialise davantage dans les opérations secrètes, le renseignement, l'espionnage et parfois même l'assassinat. Har est choqué d'entendre cela et réalise à quel point Shadow est effrayant. À ce moment-là, Retz révèle qu'il est préoccupé par quelque chose. Il a entendu dire que l'ancien chef de Shadow a démissionné et a été remplacé par quelqu'un d'assez jeune. Cette personne est très compétente, et Shadow est maintenant beaucoup plus capable qu'il ne l'a jamais été. Cela ne semble pas poser de problème à Har, et Retz poursuit en disant que le chef n'accepte que les postes qui l'intéressent. Har suppose qu'ils devront simplement payer un bon prix, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas quel genre de travail le chef aime. Le seigneur Lumer compte sur eux, et Har est déterminé à faire en sorte que les mercenaires acceptent le travail. Ils arrivent au bar pour rencontrer les mercenaires, mais on leur dit de partir car le bar est plein. Har est alors stupéfait lorsque Retz prononce la phrase secrète et qu'ils sont autorisés à entrer. Mais comme tout le monde les dévisage, Charlotte demande l'autorisation de les faire tous rôtir avec le sort de feu. Sa demande étant refusée, il commande à la place. Har se rend compte que le groupe de mercenaires est spécialisé dans la collecte d'informations, et que leur chef est peut-être en train de les observer. Har tente d'utiliser sa capacité pour trouver le chef, mais les autres lui rappellent qu'il faut commander. À ce moment-là, une expression de terreur apparaît sur le visage d'Har lorsqu'il utilise sa capacité sur la serveuse. Ne voulant pas se trahir, il commande calmement et s'excuse pour aller aux toilettes. Une fois seul, Har tremble de peur et se dit qu'il doit y avoir un problème avec sa compétence d'évaluation. Il l'utilise cependant sur Retz, et elle semble fonctionner parfaitement. Har est terrifié parce que la serveuse avait une prouesse de 92 et une ingéniosité de 90. Ce sont des statistiques incroyables,
Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que la serveuse est en fait un homme de 22 ans. À ce moment-là, le gars sort un couteau et demande à Har comment il a su qu'il était le chef de Shadow. Har ne répond pas, mais heureusement, Retz apparaît pour sauver Har. Retz est furieux et se demande si ce type sait qui il attaque. Il se demande comment Retz a pu venir à sa rescousse, et Har n'y comprend rien non plus. Licia arrive à son tour et fait remarquer que le chef doit accepter le travail d'Har après l'avoir si maltraité. Ce type est défiant et se demande ce qu'il ferait s'il refusait. Il ne veut pas que l'on connaisse son identité, alors il envisage d'utiliser toutes ses ruses pour éliminer Har et s'enfuir. Licia le remet à sa place en lui faisant remarquer que Retz est là, et que le chef aurait donc du mal à s'enfuir au péril de sa vie. Har est alors sous le choc en réalisant qu'il négocie sans lui. Le type envisage toujours de refuser, alors Licia explique qu'elle est rancunière. Ce type a parlé d'éliminer Har plus tôt, et Licia déclare que s'il le fait, elle le poursuivra jusqu'aux confins du monde et l'achèvera. Har n'a jamais été aussi terrifié par elle, et le chef rit en s'excusant d'avoir été impoli. Il veut quand même savoir comment Har a su qu'il était le chef, car il pensait que son déguisement était parfait. Har lui révèle alors qu'il possède une compétence d'évaluation qui lui permet de percevoir les capacités des autres. Le gars a du mal à le croire, mais il est choqué quand Har l'appelle Mazak. Har est ensuite choqué lorsque le chef dit qu'il a abandonné ce nom il y a longtemps. Il s'appelle désormais Femme, mais le fait qu'Har connaissait son nom d'origine prouve qu'il dit la vérité sur ses capacités. Femme accepte le travail, et il espère juste ne pas avoir à voir Licia se fâcher à nouveau. Har fait remarquer que Femme ne sait même pas en quoi consiste le travail, mais il explique qu'il sait déjà tout ce qu'il doit savoir. Il est capable de juger le caractère d'une personne par les gens qui l'entourent. Dans le cas d'Har, il a à ses côtés Retz, qui est très fort, et Licia, qui est intimidante au-delà de son âge, et qui admire aussi beaucoup Har. Femme compare le travail d'Har à un pari sur un cheval gagnant. Licia explique qu'elle a remarqué la grimace d'Har lorsqu'il a regardé leur supposée serveuse. Elle en déduit qu'il a dû remarquer qu'il s'agissait du chef, et Retz décide de le suivre. Har le remercie de lui avoir sauvé la vie et pense à la fiabilité de Licia. Har explique les détails du travail, et Femme ne lui fait payer qu'une pièce d'or puisque c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble. Har est surpris d'apprendre qu'il ne faudra que 5 jours à Femme pour obtenir les informations. Femme lui rappelle que c'est sa spécialité, et Har a hâte de voir ce qu'il va trouver. Un retour dans le passé montre ce qui s'est passé lorsque notre trio est retourné auprès des autres et Har explique qu'ils sont tombés sur le chef des Shadow. Charlotte est heureuse d'apprendre qu'il a accepté sa demande et elle aimerait bien le rencontrer un jour. À ce moment-là, Femme revient en tant que serveuse et offre des crêpes à Charlotte. Har est étonné de sa présence, car il n'aurait jamais deviné qu'il s'agissait du chef de Shadow s'il n'avait pas vu ses statistiques. 5 jours plus tard, Har rencontre Femme, qui est seule car les autres membres de Shadow sont en mission. Har est choqué d'apprendre que Femme s'est occupée seule de l'enquête d'Har, et il se rend compte que c'est grâce à l'incroyable compétence de Femme qu'il est devenu le chef du Shadow. Har est heureux d'apprendre que la mission a été couronnée de succès, mais il se demande comment Femme a pu faire aussi vite. Malheureusement, c'est un secret de fabrication, mais Femme a beaucoup à lui dire. Si le district de Perena ne se range pas du côté de Kuran, c'est parce qu'il fait partie d'un pacte. Un document que Femme a obtenu montre les signatures de tous les nobles qui se sont rangés du côté de leur Bazamark. À ce moment-là, Retz est choqué lorsqu'il reconnaît l'une des signatures et son sceau. Elle appartient au district de Maza, qui est très peuplé. Il possède également l'une des plus grandes infanteries du continent. Il serait un allié de poids, quel que soit le camp choisi, et heureusement, le district de Maza a choisi leur Kuran tout comme eux. Cependant, la présence de leur sceau sur ce document qui s'engage à soutenir Bazamark signifie que le district de Maza les a trahis. Le problème est que s'ils envahissent Perena, Maza les attaquera probablement par derrière. Femme pense que Perena le savait et qu'elle s'est rendu compte que prendre le parti de Kuran serait une perspective perdante. Cela explique pourquoi ils ne veulent pas jouer le jeu. Retz veut vérifier que le document est authentique en demandant à Femme d'expliquer comment il l'a obtenu, mais Femme ne partage ses méthodes avec personne, même avec ses alliés les plus fiables. Femme dit qu'il a obtenu le document à l'endroit où vit le chef, et Retz s'excuse d'avoir douté de lui. Le travail de Femme étant terminé, il l'autorise à prendre le document et Har se dit qu'il est vraiment cool. Har s'apprête à le payer, mais Femme dit que ce n'est pas nécessaire parce qu'il a si maltraité Har auparavant. Femme veut qu'il considère cela comme des excuses et un investissement dans leur avenir, et Har promet de le payer en plus pour le prochain travail. Har et Retz partent ensuite informer le seigneur Lumer de la trahison de Maza. Lumer est choqué par la nouvelle et se rend compte qu'il ne sera pas facile de rallier Perena à leur cause. Il demande à Mena de montrer le document aux autres seigneurs, et Lumer remercie Har de leur avoir permis d'éviter une grosse erreur. Lumer décide de consulter Kuran et souhaite l'aide d'Har. Mais à ce moment-là, Mena dit qu'il y a quelque chose d'étrange dans le pacte. La signature et le sceau du district de Maza ne sont pas corrects. Il les compare au sceau et à la signature réelle, et il y a une nette différence. Tous les autres sont corrects, mais le sceau et la signature du district de Maza sur le pacte semblent avoir été falsifiés. Perena a été trompée en croyant que Maza les avait trahis,
ce qui est la seule raison pour laquelle ils se sont rangés du côté de Bazamark. Mena a l'œil très vif, aussi Lumer assure-t-elle à tout le monde qu'ils peuvent se fier à ce qu'il dit. Har s'étonne que Mena soit aussi douée. Sa capacité d'évaluation lui permet de voir les statistiques, mais pas les compétences particulières d'une personne. Har ne comprend pas pourquoi ce mensonge a été poussé si loin, puisqu'il devait être découvert un jour ou l'autre. Les autres pensent que c'est pour gagner du temps. S'ils avaient attaqué Perena, ils auraient gagné, mais la riposte aurait pris du temps. Tout ce qui semble compter pour les gens qui ont menti, c'est d'avoir Perena de leur côté pour l'instant. Pour eux, Perena est jetable, ce qui signifie que leur véritable objectif doit être ce que l'on appelle les pierres magiques d'explosion. Il s'agit de pierres magiques extrêmement précieuses que l'on ne trouve qu'à Perena et dans 3 autres districts. Une fois raffinées, les pierres magiques d'explosion permettent d'utiliser une magie puissante et peuvent être utilisées pour fabriquer des armes encore plus puissantes. Bazamark doit être à la recherche de ces pierres, et tout le monde est choqué quand Russell dit que cela signifie qu'il est hors de question d'attaquer Perena. S'ils s'affaiblissent les uns les autres en s'attaquant, ils feront le jeu de Bazamark. Leur seule véritable option est de dire la vérité à Perena et de l'amadouer. Le problème, c'est que tous les messagers qui ont été envoyés sur place ont été repoussés. Quelque temps plus tard, nous voyons qu'Har est allé rencontrer le chef de Perena lui-même. Surprenant, Har lui dit qu'il est au courant du pacte et déclare que Lamberg veut se ranger du côté de Bazamark. Har fait comme s'il ne savait pas que la signature de Maza a été falsifiée et dit au chef que Lumer veut aussi rejoindre le camp de Bazamark. Le chef est heureux de voir que Lamberg est sous le contrôle d'un chef compétent et déclare qu'il va parler lui-même à Bazamark. Il est certain que Lamberg sera accepté dans leur camp. Cependant, Har dit qu'il a d'abord quelques questions à poser. Le chef confirme l'authenticité du pacte en disant qu'il lui a été remis directement par Bazamark. Har souligne que le chef de Maza a été loyal envers Kuran et se demande pourquoi il le trahirait maintenant. Le chef répond que la trahison est normale en temps de guerre, mais Har se demande toujours pourquoi Maza se rangerait du côté de Bazamark puisque cela les laisserait encerclés. Toutes ces questions font comprendre au chef que cette réunion n'était qu'une ruse. Il demande l'arrestation d'Har, mais Red se révèle pour protéger Har. Har explique qu'ils ne sont pas là pour se battre, et le chef exige de savoir pourquoi il est venu. Har choque alors tout le monde en révélant qu'il a amené le chef de Maza pour s'expliquer. Un coup d'œil en arrière montre que tout cela était l'idée de Russell. Il montre le document au chef de Maza, qui est choqué car il n'a jamais signé le pacte. Har demande au chef de rédiger une lettre qu'il remettra au chef de Perena, mais ce dernier est furieux. Il est furieux que quelqu'un ait falsifié le sceau Maza et il a déclaré qu'il rendrait visite au chef de Perena et qu'il révélerait lui-même la vérité. C'est ce qu'il fait et déclare qu'il a servi leur Kuran depuis le début et qu'il continuera à le faire jusqu'à la fin. Sachant cela, il se demande si Perena se rangera toujours du côté de Bazamark. Le chef de Perena aimerait se ranger du côté de Kuran après avoir découvert la vérité, mais il se demande si Kuran les reprendra vraiment. Le chef de Maza n'en est pas sûr, mais il sait que son district Maza est très peuplé. Il a beaucoup de gens à protéger, et il est certain que le chef de Perena pense la même chose de son peuple. Le problème, c'est que le chef de Perena s'est laissé berner si facilement et qu'il n'a pas vérifié la légitimité du pacte. Har est étonné par l'autorité du chef de Maza et comprend qu'il doit se hisser à son niveau. Le chef reconnaît à Har le mérite d'avoir fait la lumière sur cette situation et lui laisse la décision d'accepter ou non Perena. Har reconnaît qu'il s'est facilement laissé berner, mais il ne veut pas exclure quelqu'un pour une simple erreur. Har sait qu'il est peut-être naïf, mais il est heureux qu'ils aient pu s'entendre sans se battre. Har déclare alors qu'ils peuvent être alliés, et le chef de Perena promet de servir du mieux qu'il peut. Comme il n'y a plus rien à discuter, Har remercie le chef du Maza d'être venu. Le chef remercie Har car il a su déjouer les plans de l'ennemi et résoudre le problème sans effusion de sang. Il est heureux de voir que le district des Canaries s'est enrichi d'un nouveau chef. Plus tard, Har explique tout cela à son père. En plus de toutes ces bonnes nouvelles, Har a appris que Bazamark a réussi à acquérir un grand nombre de pierres magiques d'explosion dans le district de Perena. Retz et Russell arrivent, et Har les remercie de l'avoir aidé à résoudre le problème sans que personne ne soit blessé. Retz sent bien qu'il a quelque chose en tête, mais Har se contente de dire qu'il sait ce qu'il a à faire. Le problème, c'est que ce sera difficile à accomplir. Les chefs qu'il a rencontrés récemment étaient prêts à tout pour protéger leur peuple, et Har veut devenir un seigneur puissant comme eux. Cependant, sans ses amis, Har a l'impression qu'il aurait été impuissant dans cette situation. Retz le rassure en lui disant qu'il les a et qu'ils seront toujours à ses côtés. Tout ce qu'Har doit faire, c'est ce qui lui semble juste. À ce moment-là, on annonce à Har que le seigneur Lumer est arrivé sur la tombe de Raven. Lumer s'excuse de ne pas être venu plus tôt et dit à Raven que leur Kuran aimerait rencontrer Har. Har est choqué d'entendre cela, car il n'est que le chef d'un minuscule territoire et Kuran est un gros bonnet. Har pense qu'il n'est pas digne, mais Lumer explique qu'il a informé Kuran de l'incident récent et qu'il s'est intéressé à Har. Har accepte la décision et se prépare à affronter ce jour. Il est bien sûr choqué lorsque Lumer lui révèle qu'il va rencontrer leur Kuran dès maintenant. Har pense que c'est trop soudain, mais ses amis l'encouragent et lui font remarquer que c'est une excellente occasion pour lui d'évoluer dans le monde. Il donne confiance à Har,
qui se déclare prêt à partir. Quelques instants plus tard, Charlotte essaie de décider ce qu'elle veut porter pour une fête, mais elle est choquée lorsqu'on lui annonce que les autres sont partis. Ils l'ont laissé derrière eux pour garder la maison, alors Retz décide de lui ramener un cadeau. Ar n'en revient toujours pas d'avoir été invité à rencontrer Lord Curran, qui pourrait être le prochain gouverneur de Mission. Curran a invité de puissants nobles et seigneurs de toute la ville de Sampra. Les gars supposent qu'il essaie de remonter le moral des troupes en organisant cette fête juste avant la guerre. Ar n'a pas hâte d'assister à ce rassemblement d'élite, et il se dit qu'il n'a pas intérêt à se planter. La ville de Sampra est immense et son château est situé au sommet d'une colline. Ar veut amener Lamberg à ce niveau, et Retz lui fait remarquer que cette fête est une occasion rare pour Ar de se faire connaître. À la fête, tout le monde se demande qui est le petit garçon. Une foule se forme autour de Lumer et Ar admire son influence. À ce moment-là, l'attention de tous se porte sur Curran, qui s'apprête à entrer dans la salle. Ar est impressionné par sa présence et utilise immédiatement sa capacité d'évaluation sur Curran. Ar n'a jamais été aussi étonné par des statistiques, et elles sont tout à fait dignes d'un dirigeant de Sampra. Son leadership est de 99, et Ar comprend pourquoi Lumer a choisi de se ranger à ses côtés. On dit que Bazamark, le frère cadet de Curran, est encore plus impressionnant, et Ar ne peut que se demander à quel point il l'est. Ar craint que quelqu'un essaie d'affaiblir Curran avec ses rumeurs, car cela signifierait qu'une grande noirceur est en jeu. Curran souhaite la bienvenue à tout le monde et explique que la mort de son père a plongé la province de Mission dans un grand danger. L'origine de ce danger est son jeune frère, Bazamark, qui cherche à faire la guerre pour renverser l'héritier légitime de Curran au poste de gouverneur. L'empire de Summerfort s'est affaibli au fil des ans, et il n'interviendra pas pour arrêter la guerre. Parce que Summerfort ne fonctionne plus comme un empire, Curran a pris une décision choquante, il va vaincre Bazamark, unifier la province de Mission et créer la nation de Mission. Ar n'avait aucune idée que Curran voulait déclarer l'indépendance, et Curran admet que de telles choses sont plus faciles à dire qu'à faire. Cependant, Curran est persuadé qu'ils peuvent y arriver s'ils travaillent ensemble. Il demande l'aide de tous et les seigneurs applaudissent. Ar est alors choqué lorsque Curran l'appelle à s'avancer. Il se présente et Curran demande à Ar de se tenir à ses côtés pour que tout le monde puisse le voir. Curran explique à tout le monde que Bazamark a créé un faux pacte et qu'Ar a réussi à déjouer son plan. Tout le monde est choqué d'apprendre que c'est un enfant qui a fait ça, mais Curran souligne que l'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont les réalisations, et Ar en a fait plus que n'importe qui à la fête. Curran fait applaudir Ar, qui remercie tout le monde. La fête se poursuit et Retz se prépare à donner de la nourriture à Ar. C'est beaucoup de nourriture, mais Retz explique qu'Ar a passé tellement de temps à rencontrer des gens qu'il n'a pas eu le temps de manger. Retz lui apporte la nourriture, mais Ar n'a pas l'air d'aller bien. Ar va prendre l'air et réfléchit au fait qu'un seigneur ne peut pas se contenter de protéger son territoire, il doit aussi socialiser. À ce moment-là, Ar est surpris par l'arrivée de Curran qui vient le voir. Curran a entendu dire qu'Ar réunissait des serviteurs talentueux et qu'il faisait d'autres grandes choses. Curran a rarement entendu Lumer parler de quelqu'un en des termes aussi élogieux, et il se dit qu'Ar doit avoir l'œil pour repérer les talents. Ar reste humble, comme toujours, et remercie ses subordonnés d'être si bons. Il est choqué d'entendre que Curran fait tellement confiance à ce qu'il a entendu qu'il veut qu'Ar donne son avis sur ses propres hommes. Ar se rappelle qu'il les a tous évalués plus tôt, mais que personne n'a vraiment retenu son attention. Ar ne sait pas quoi dire, alors il se contente de dire la vérité. Il révèle à Curran que parmi ses hommes, il n'a vu personne d'aussi talentueux. Curran en déduit qu'Ar considère ses propres hommes comme plus talentueux, et Ar lui explique qu'il a raison. Curran se contente de rire et d'approuver les propos d'Ar. Curran explique que ses hommes sont loyaux et très motivés, mais qu'ils manquent de talent. L'évaluation d'Ar vient de confirmer ce qu'il savait déjà. Le manque de talent rendra la guerre à venir très difficile, car le camp adverse dispose de nombreux hommes intelligents. Le camp de Curran dispose d'une armée plus puissante et de fonds plus importants, mais Curran admet que cela ne signifie pas grand-chose entre les mains de chefs médiocres. Curran est soulagé d'avoir de nouveaux talents à Ar, et il a de grands espoirs pour lui. Curran déclare alors que si Ar se comporte bien et qu'il gagne la guerre, il fera d'Ar le chef du district des Canaries. Ar est stupéfait d'entendre cela et craint ce que cela signifie pour Lumer. Ce n'est pas un problème, car Curran a déjà prévu de donner à Lumer un plus grand territoire depuis un certain temps. Avant de partir, Curran essaie de demander à Ar s'il peut avoir ses serviteurs, mais il comprend quand Ar dit qu'ils sont très importants pour lui. Curran invite ensuite Ar à son prochain conseil de guerre, car il souhaite connaître son avis. Mais ce n'est pas tout, il demande aussi à Ar de l'aider à trouver des gens talentueux. Ar n'arrive pas à croire que Curran compte sur lui et promet de travailler dur pour être à la hauteur de ses attentes. Ailleurs, Bazamark apprend que leur plan, qui consistait à faire en sorte que les forces de Curran s'épuisent mutuellement, a échoué. Cependant, ils ont réussi à collecter un grand nombre de pierres magiques, donc même si la guerre éclate maintenant, ils gagneront facilement. Les subordonnés de Bazamark expliquent qu'il est peu probable qu'ils perdent, mais cela ne suffit pas à Bazamark. Il déclare qu'il ne se bat que si la victoire est garantie. Bazamark se demande où se trouve une certaine Mireille, et on lui répond qu'elle est probablement ivre quelque part.
Basamark déclare qu'il va laisser le passé derrière lui et qu'il veut maintenant qu'elle soit à ses côtés. Tout le monde pense que c'est une mauvaise idée, mais Basamark explique que ses compétences sont plus que suffisantes. Les subordonnés expliquent qu'aucun seigneur ne veut l'engager parce qu'elle est devenue alcoolique, mais Basamark espère étonnamment qu'ils ont raison. De retour auprès d'Ar, Charlotte reçoit son cadeau et est surprise d'apprendre que Curran le veut au conseil de guerre. Ar doit également lui trouver un talent, il demande donc à Red s'il connaît un moyen plus efficace de le faire. Ils ont l'idée de demander à Fam, qui accepte d'aller chercher des gens. Fam apportera des candidats potentiels à Ar, et il est heureux d'apprendre qu'il n'y a pas de pénalité pour les perdants accidentels. Ar veut qu'il fasse de son mieux, et lui propose de lui donner 20 or si la personne est douée. Fam ne faisait que plaisanter et accepte d'essayer de trouver les meilleurs talents. Dehors, quelqu'un heurte Ar et s'excuse. Cette personne est manifestement ivre, et Retz garde un œil sur elle. À ce moment-là, la personne ivre entre dans le bar de Fam, qui lui dit qu'il est fermé. La femme explique qu'elle n'est pas là pour manger et qu'elle veut un travail. Le patron la reconnaît comme une ancienne copine de Beuvry, Mireille, et elle lui demande un travail. Il refuse, mais Fam trouve l'idée géniale. Le propriétaire craint qu'il n'y ait rien de bon à embaucher Mireille, mais Fam lui dit de s'en remettre à lui. Fam se présente sous le nom de Lynn et Mireille est ravie d'apprendre qu'elle est embauchée. Ce soir-là, les clients sont furieux contre Mireille, qui commet toutes sortes d'erreurs, notamment en apportant des commandes erronées, et pour ne rien arranger, elle boit aussi au travail. Mireille est épuisée après sa première journée, mais le propriétaire refuse de lui donner un repas gratuit pour son travail. Elle a fait un travail épouvantable, mais Fam dit que ce n'est pas grave. Fam se demande comment Mireille gagnait de l'argent avant, et elle explique qu'elle se promenait en faisant des petits boulots. Fam se demande ce qu'elle a fait avant, mais Mireille la prévient qu'il ne faut pas fouiller dans le passé des gens. Mireille continue d'appeler Lynn un petit garçon et dit que Lynn en a l'air. Mireille décide de partager un peu de son passé et explique qu'elle et son petit frère servaient un vieux monsieur. Elle a appris que ce dernier venait de décéder. Mireille dit alors qu'il s'appelait Amador, ce qui choque le propriétaire car il était le gouverneur de Mission. C'est tellement choquant que le propriétaire pense que c'est un mensonge. Mireille explique qu'elle n'aime pas rester longtemps au même endroit, c'est pourquoi elle est devenue vagabonde, mais c'est tout ce qu'elle veut dire sur elle-même. À ce moment-là, Fam explique qu'il a un meilleur travail pour Mireille. De retour avec Ar, il est choqué d'apprendre que Fam a déjà trouvé un bon candidat. Cela ne fait même pas un jour et cette personne est déjà devant leur porte. Le groupe est sceptique quant à la rapidité avec laquelle Fam trouve de bons talents, mais Ar décide qu'ils doivent s'en rendre compte par eux-mêmes. À ce moment-là, Fam leur présente Mireille, et Ar se souvient d'elle comme de la personne qu'il a croisée. Elle n'a aucune idée de ce dont il parle, et il devient évident pour tout le monde qu'elle est ivre. Retz craint que Fam ne se moque d'eux, mais Fam explique qu'il pense que Mireille est à leur niveau. Mireille parle de façon très décontractée en disant à quel point ils sont tous intéressants, et Ar décide d'utiliser son pouvoir d'évaluation sur elle. Bien sûr, il est choqué par ses incroyables statistiques et la qualifie de véritable monstre. L'ingéniosité de Mireille est supérieure à 100, et même à celle de Russell. Son leadership et ses prouesses sont également incroyablement élevés. Ar est alors choqué de voir que même son ambition est de 100, ce qui est encore plus que Licia, qui n'est qu'à 80. Retz a entendu parler de Mireille, et Fam explique qu'elle est l'ancienne conseillère du défunt gouverneur de Mission. Ar n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi important soit là pour demander un emploi, mais Retz lui dit avec surprise qu'il ne doit pas engager Mireille. Elle est tristement célèbre et les rumeurs disent qu'elle a été chassée du château. Plus important encore, son jeune frère, Thomas, est le bras droit de leur plus grand ennemi, Basamark. On dit de lui qu'il est un grand général dont les compétences surpassent même celles de Mireille. Retz craint qu'elle ne soit une espionne, mais Mireille affirme qu'elle n'a rien à voir avec son stupide frère. Retz lui dit de se taire car il ne lui fait pas confiance et conseille à Ar de la repousser. À ce moment-là, tout le monde est choqué par la décision d'Ar de l'engager. Il croit en ses compétences et demande à tout le monde de se fier à sa décision. Ar est toujours préoccupé par son statut d'ambition car, comme lorsqu'il a rencontré Licia pour la première fois, il ne sait pas si cela signifie qu'elle pourrait le trahir. Mais comme ses statistiques sont incroyables, Ar se dit que le jeu en vaut la chandelle. Les autres décident de faire confiance à Ar et Mireille est ravie de travailler avec eux. Cependant, peu de temps après, Retz, très frustré, déclare qu'il ne peut plus supporter Mireille. Elle a négligé ses responsabilités et les troupes se plaignent qu'elle ne leur donne aucune instruction. Même lorsque Retz la confronte, elle se contente de leur dire que parfois elle n'a pas envie de faire quelque chose. Retz en a assez et ne pense pas que Mireille soit un bon choix pour être l'assistante d'Ar. À ce moment-là, Russell déclare qu'il ne veut plus que Mireille lui donne des cours particuliers. Au lieu de lui enseigner avec des livres, elle le fait courir. Ar suppose qu'il y a une méthode à sa folie et prévoit de lui parler, mais le groupe est choqué d'entendre de grandes explosions. Tout le monde se prépare à une bataille, mais il s'agit en fait de Charlotte qui montre ses attaques magiques à Mireille. Charlotte dit qu'elle peut faire beaucoup plus de dégâts quand elle se lâche, et Mireille aimerait bien voir ça. Ar souhaite que Charlotte se retienne, et Mireille s'excuse de ne pas avoir prévenu tout le monde avant. Ar se réjouit de ne pas être attaqué,
mais tous les autres expriment leur lassitude à l'égard de Mireille. Tout le monde se tourne vers Ar pour qu'il règle la dispute, et il dit qu'il y aura des conséquences si les choses ne changent pas. Ar est alors choqué d'entendre Mireille dire qu'elle ne veut pas être forcée de partir, et elle explique que c'est parce que personne ne l'a accueillie avec autant d'enthousiasme car Mireille se dit qu'elle doit faire ses preuves et propose de faire un simulacre de combat. Ar pense que c'est un peu exagéré, mais il est choqué quand Retz dit que c'est une bonne idée. Ar n'a aucune idée de ce qu'il doit faire, mais quelques instants plus tard, nous voyons qu'il se prépare. Licia est là aussi, et elle explique qu'Ar lui a parlé de Mireille dans ses lettres. Mireille se fâche, car Ar l'a décrite comme une brillante stratège qui mange toute la nourriture mais ne travaille pas. Mireille lui pardonne et lui propose de se marier, mais Ar est terrifié lorsque Licia n'apprécie pas du tout cette idée et fait un bruit étrange. Ar change rapidement de sujet et explique les règles de la bataille simulée, il y aura 2 équipes de 50 soldats chacune, et celle qui tuera le plus d'ennemis gagnera. Cependant, le fait de tuer le général ennemi ou d'anéantir l'ensemble de l'unité entraînera une victoire instantanée. Ils utiliseront des épées en bois et seront tués s'ils sont frappés à la tête ou à la poitrine. La magie de flamme de Charlotte mettrait fin à la bataille instantanément, elle n'est donc pas autorisée, mais Ar lui donne des aqua magia à utiliser à la place. Ils sont plus sûrs, car elle ne peut pas attaquer les gens directement avec. Il est temps de choisir un camp, mais Ar est choqué de voir que tout le monde choisit de s'opposer à lui et à Mireille. Les troupes débutantes sont envoyées du côté d'Ar pour équilibrer la situation, mais elles pensent qu'elles vont perdre. Mireille pense que ce n'est pas grave, mais Ar aimerait bien qu'elle ne boive pas en ce moment. Toutes les troupes sont d'autant plus en colère contre elle qu'elle n'a pas l'air de prendre la bataille au sérieux. Ar est horrifié d'entendre cela, car la bataille était censée permettre à tout le monde de l'accepter, mais Mireille ne fait qu'empirer les choses. La bataille simulée commence et les frères et sœurs d'Ar disent à tout le monde de faire de son mieux. Charlotte fait remarquer que les équipes ne sont pas du tout équilibrées, mais Retz s'en moque car le plus important est de s'assurer que Mireille soit expulsée avant de mettre en péril l'unité de la Maison Levant. Charlotte trouve Mireille plutôt cool, mais Russell pense qu'elle rendrait leur faction féminine trop effrayante. Dans l'équipe de Mireille, Ar encourage tout le monde à faire de son mieux, mais il craint l'autre équipe parce qu'elle a Retz. Mireille a observé Retz pendant qu'il s'entraînait, et elle admet que c'est un vrai monstre. Charlotte est elle aussi très douée, et Mireille se demande comment Ar a pu trouver de tels talents. Le combat s'annonce difficile, d'autant plus qu'ils ont tous les novices de leur côté. Les troupes s'énervent après l'avoir entendu les traiter de novices, et Ar lui dit qu'elle ne devrait pas leur parler de cette façon. Ar dit que tout le monde a des faiblesses, mais elle souligne que tout ce qu'ils ont, ce sont des faiblesses. Elle choque cependant tout le monde en déclarant qu'ils gagneront quand même. Elle reconnaît qu'ils n'ont pas le sens du travail en équipe et qu'ils sont face à un ennemi puissant. Tout semble être contre eux, mais Mireille a un plan. Elle se fiche que tout le monde la déteste car ce n'est pas son rôle de stratège d'être aimée, elle est là pour les aider à gagner. L'armée d'Ar signale le combat en premier, alors Retz revoit son plan avec ses troupes. Comme l'ennemi n'a aucune chance de gagner, Retz prédit qu'il utilisera des projectiles et des embuscades. Son plan est d'éviter cela et d'attaquer directement leur armée. Ils se déplaceront en 2 groupes, et Retz demande au groupe de Russell de le rappeler s'il tombe dans une embuscade. Retz rappelle à tout le monde qu'ils ont mené de nombreuses batailles ensemble et déclare que tant qu'ils travailleront ensemble comme toujours, ils gagneront. Les spectateurs voient l'équipe de Retz se diviser et se demandent ce que l'armée de Mireille va faire en réponse. C'est alors qu'une bombe explose et on dit à Retz que l'ennemi a dû la déclencher. En arrivant, ils trouvent un membre de l'équipe de Mireille, mais celui-ci leur dit simplement qu'il veut rejoindre le camp de Retz. Retz pense qu'il s'agit d'un piège, mais le gamin propose de lui révéler la stratégie de Mireille, et Retz accepte de l'écouter. Le gamin révèle que Mireille savait qu'ils se sépareraient en 2 groupes. Son plan consistait à leur faire croire à une véritable attaque et à leur tendre une embuscade lorsqu'ils se précipiteraient pour les aider. Les troupes sont choquées d'entendre Car a accepté cela, et le gamin veut juste rejoindre leur camp maintenant. Retz refuse, car il est persuadé Car n'aurait jamais accepté ce plan. C'est alors que le gamin révèle qu'il ne faisait que mentir, et que Mireille lui a demandé de faire semblant de la trahir. Retz est choqué de l'entendre admettre cela, et le gamin dit qu'il trahit Mireille parce qu'il la déteste. Elle leur impose toujours son travail, et les autres gars disent qu'ils peuvent comprendre. Le gamin est prêt à la trahir, alors il leur dévoile son vrai plan. Il leur demande de faire semblant de tomber dans le piège, et Retz prend le personnel du gamin comme assurance. C'est à ce moment-là que Retz fait arrêter le gamin parce qu'il se méfie toujours de lui. Il trouve son bâton caché, et Retz détermine que le gamin allait les attirer quelque part et utiliser son bâton caché pour envoyer un signal à Mireille. Le gamin avoue, et Retz lui en est reconnaissant, car cela leur facilite la tâche. L'armée de Mireille ne bougera pas tant qu'elle n'aura pas entendu le signal du bâton de l'enfant, et Retz veut donc profiter de l'occasion pour la prendre de flanc. L'armée de Retz se déplace en 2 groupes et se tait lorsqu'elle aperçoit l'armée d'Ar. Retz sait qu'il gagnera s'il élimine Ar, et commence donc son attaque. Ils sont choqués de constater qu'ils viennent d'attaquer une bande de mannequins. Mireille révèle que c'était son plan depuis le début, et elle remercie l'enfant pour son travail bien fait. Retz ne comprend pas pourquoi elle est si heureuse,
car il lui fait remarquer que le combat se terminera quand même par la mort d'Ar. Retz est furieux qu'ils aient cru qu'il les laisserait s'enfuir, et Ar est terrifié de voir Retz fou de rage. Mireille explique qu'elle a confiance en sa vitesse et son endurance lorsqu'elle porte Ar, mais Retz dit qu'ils ont cela en commun. Mireille déclare qu'il est temps de faire une partie de tag et s'enfuit avec Ar, mais ils sont poursuivis par Retz et son armée. Tous les spectateurs commencent à faire beaucoup plus de bruit parce que les choses deviennent plus excitantes, et ils observent Retz qui suit Mireille de près. Ar craint qu'il ne soit bientôt rattrapé, mais Mireille ne s'inquiète pas du tout. Retz rappelle à tout le monde qu'il suffit d'attraper Mireille pour gagner, et il demande à ses troupes de se donner à fond. Alors qu'ils sont sur le point de se faire prendre, Mireille révèle qu'elle a mis en place plusieurs pièges pour les arrêter. Ar est émerveillé par ces pièges, mais il reste terrifié car Retz les traverse à toute vitesse. Ils sont sur le point de se faire prendre à nouveau, alors Mireille déclare qu'il est temps de passer à la deuxième partie de leur plan. Ils mettent des bouchons d'oreilles, puis utilisent les objets magia qui ont été montrés précédemment. Ces objets sont si bruyants qu'ils arrêtent Retz et ses troupes dans leur élan. Ils ont perdu Mireille de vue, mais rien n'arrête le terrifiant Retz, qui les retrouve. Il refuse de les laisser s'échapper et Ar est toujours horrifié car Retz semble de plus en plus furieux. Licia observe attentivement, mais elle déteste la façon dont Ar s'accroche au dos de Mireille. Elle se met à encourager Retz à gagner et lui dit de battre Mireille à plate couture. À ce moment-là, les frères et sœurs d'Ar se demandent où sont ses troupes, et les autres se rendent compte qu'elles sont introuvables. Charlotte craint de s'éloigner du groupe de Retz, mais Russell pense que Retz avait une bonne raison de se précipiter. Il ne sait pas ce que c'est, mais Russell décide qu'ils doivent garder leur distance. C'est alors que les troupes d'Ar apparaissent pour leur tendre une embuscade, mais Russell constate que seule la moitié de l'armée est présente. Il suppose que l'autre moitié est occupée avec Retz et prédit que les renforts ne viendront pas. Leur nombre étant à peu près égal, Russell ordonne à ses troupes d'attaquer. Ils sont persuadés de pouvoir battre les Bleus, mais ces derniers révèlent que Mireille avait un plan. Elle savait que les Bleus étaient bien plus faibles que les vétérans, et qu'ils devaient donc se battre à 2 contre 1. C'est alors que le reste des Bleus apparaît et que la bataille commence. Russell est choqué de voir toutes les recrues présentes, car cela signifie que l'unité de Retz affronte Mireille toute seule. Son plan depuis le début était d'attirer Retz et ses hommes pour que les Bleus soient plus nombreux que l'unité de Russell. Les choses ne se présentent pas bien pour Russell, alors Charlotte décide qu'ils doivent s'enfuir. Son plan est de rencontrer Retz, elle utilise donc une bombe sonore pour prendre de la distance. Mireille l'a également anticipé, et elle est contente car ils savent maintenant où se trouve Russell. Retz rattrape rapidement Ar et craint que Russell ne soit en difficulté. Cela s'avère vrai car Charlotte s'est assommée avec sa propre bombe sonore et Russell doit se débrouiller seul. Licia, choquée, réalise que Mireille en avait après Russell depuis le début. Licia a compris le plan de Mireille, elle déclare que la bataille est presque terminée et elle s'enfuit pour le voir de ses propres yeux. Retz a également compris et déclare qu'il ne les laissera pas atteindre Russell. Mireille entame la dernière course et Ar est choqué qu'elle puisse encore courir aussi vite. Le choc d'Ar se transforme en terreur lorsqu'il sent Retz se rapprocher, et Mireille est impressionnée car elle n'a jamais rencontré quelqu'un de plus rapide qu'elle. Retz pense à son passé avec Ar et déclare que pour rester son gardien le plus fidèle, il ne peut pas perdre contre quelqu'un comme Mireille. Retz se promet de les rattraper et Ar est stupéfait par leur rapidité. Mireille aperçoit alors Russell et lui fonce dessus. Retz demande à Russell de continuer à courir et déclare qu'il a presque rattrapé Mireille. Il est cependant choqué lorsque Mireille demande à Ar d'exécuter la suite de leur plan. Ar s'excuse auprès de Retz et utilise certains de leurs orbes sonores pour le ralentir. Ils poursuivent Russell, mais Retz n'est pas arrêté par les orbes. Retz s'excuse auprès d'Ar alors qu'il s'apprête à porter le coup final et qu'un autre orbe sonore se déclenche. Tout le monde est stupéfait lorsque la poursuite s'arrête et que la fumée se dissipe. Mireille a placé son épée sur la tête de Russell et déclare que son équipe a gagné. Leur équipe était fortement désavantagée et Ar est surpris de voir Mireille si calme après sa victoire. Plus tard, Ar annonce que Mireille est la gagnante, et toutes les recrues célèbrent l'événement. Les vétérans tentent de dire qu'ils ont utilisé de sales tours pour gagner, mais Retz leur dit qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils ont perdu alors qu'ils étaient les plus forts, ils doivent donc accepter le résultat. Retz n'aime toujours pas beaucoup Mireille, mais il ne peut pas nier qu'elle a gagné la bataille de façon incroyable. Retz s'excuse auprès de son groupe d'avoir échoué et décide qu'il doit apprendre de Mireille. Il s'excuse auprès d'elle pour son impolitesse et Russell comprend pourquoi elle le faisait encourir. Tout le monde l'accepte en disant vouloir apprendre d'elle, mais Ar craint qu'elle ne dise quelque chose qui gâcherait le moment, comme toujours. Heureusement, elle fait le contraire et complimente tout le monde sur leur performance pendant la bataille. Russell est gêné d'avoir couru tout le temps, mais Mireille est impressionnée que ce soit lui qui ait eu l'idée de maintenir une distance entre les deux groupes. C'est grâce à l'idée de Russell que la bataille s'est jouée à la dernière seconde. Mireille dit qu'Ar est le plus étonnant de tous parce qu'il a les meilleurs serviteurs. C'est assez incroyable pour un chef d'un tout petit domaine d'avoir des serviteurs aussi incroyables, alors elle se demande ce qu'Ar complote. Ar admet qu'au début, il voulait construire un domaine fort pour qu'il puisse survivre à une guerre, mais maintenant, il veut juste construire un domaine où les enfants peuvent vivre heureux.
Har préférerait ne jamais faire la guerre, alors Mireille lui fait remarquer qu'il devra devenir roi pour y parvenir. Tout le monde est choqué, mais elle croit qu'il peut le faire et espère qu'il est prêt à commencer. Har est encore sous le choc, mais il se souvient que son père lui parlait du grand homme qu'il deviendrait. Retz a même mentionné qu'Har pourrait devenir empereur. Ce soir-là, une fête est organisée pour célébrer la réussite de chacun. Mireille fait boire plusieurs hommes et leur dit qu'ils ont beaucoup à apprendre. Les troupes veulent qu'elle leur apprenne à être forte comme elle, mais elle explique qu'il n'y a pas grand-chose à enseigner. Les instructions et le régime d'entraînement de Retz sont si bons qu'elle n'a rien à ajouter. Ils sont tous surpris lorsqu'elle leur dit qu'ils sont déjà beaucoup plus forts que le soldat moyen. Russell est toujours contrarié parce que s'il avait pu courir plus vite ou s'il avait eu plus d'endurance, ils auraient pu gagner la bataille. Il pensait que les stratèges ne devaient penser qu'à la tactique, mais il se rend compte maintenant que le champ de bataille exige plus de chacun. Mireille est heureuse qu'il comprenne et ajoute qu'il ne peut pas utiliser son brillant esprit stratégique s'il n'est pas en vie. Russell promet de s'enfuir comme elle le voulait, mais Charlotte le renverse. Mireille demande à Charlotte de faire courir Russell plus vite en le menaçant avec de la magie, et Russell n'arrive pas à croire à quel point ses filles sont terrifiantes. Licia s'excuse auprès d'Har d'avoir agi honteusement à cause de sa jalousie. Har lui répond que ce n'est pas grave et elles sont toutes les deux contentes de voir que Mireille s'entend bien avec tout le monde. Retz arrive et s'excuse très sérieusement de ne pas avoir répondu aux attentes lors de la bataille simulée. Har dit qu'il s'est bien débrouillé, mais Retz refuse de l'accepter. Il a fait une promesse à Raven la nuit où il est mort, et Retz a honte de lui maintenant. Har est un grand chef et lui dit que cette perte n'a pas entamé sa foi en Retz. Har est impatient de continuer à travailler avec Retz, et ce dernier promet de s'entraîner 2 fois plus dur. Har rappelle que Mireille a dit qu'il pourrait devenir empereur, mais il assure qu'elle ne faisait que plaisanter. Il doute vraiment qu'il puisse réaliser un tel exploit, mais Retz révèle qu'il est d'accord avec Mireille. Har explique qu'il pourrait vouloir devenir seigneur de la Terre pour mettre fin à toute guerre, et il se demande ce que Retz en penserait. Retz n'hésite pas et promet d'accompagner Har jusqu'au bout. Il promet également de lui ouvrir la voie, et Har remercie son fidèle serviteur. Le lendemain, Licia part et Har promet de lui écrire. Mireille doit être réveillée, et Retz terrifie les troupes car il est plus intense que jamais pendant l'entraînement. Pendant ce temps, Russell court pour sauver sa vie, poursuivi par Charlotte. Un peu plus tard, Har apprend qu'il a été convoqué par leur curant. Il veut qu'il participe à son conseil de guerre. Har demande donc à Mireille de les accompagner pour qu'elle leur apporte sa sagesse. Tout le monde accepte d'y aller, mais Retz doit rappeler à Charlotte qu'il s'agit d'une réunion et non d'une fête. Har ayant pris sa décision, ils partent. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.